Merci d'être là. Donc, nous allons commencer un nouveau cycle de cours. Et le titre de cette année, c'est « Innovation et croissance à travers l'histoire ». Donc, je vais parler de l'histoire de la croissance, l'histoire des technologies. Alors, je vais démarrer avec une introduction qui parle un peu de ce que je fais. Donc, ça ressemble beaucoup à des introductions que je fais d'autres années. Mais j'ai besoin de faire cette introduction parce que je veux que vous ayez bien à l'esprit un peu quel est mon mode de pensée avant que nous abordions la substance du cours de cette année, qui est donc l'histoire de la croissance. Voilà. Donc, je commence toujours. Moi, là, vous avez toujours la photo de John Schumpeter. Et Schumpeter est connu c'est la notion qu'il a introduite de destruction créatrice, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que l'innovation tend à rendre les technologies précédentes obsolètes, le nouveau remplace l'ancien. Voilà, donc, et c'est vraiment la notion qu'il a introduite. Mais quand je me suis intéressé à la théorie de la croissance, le modèle dominant, c'était le modèle néoclassique, et la version la plus élégante de ce modèle, c'était le modèle de Robert Solow, qui était un homme merveilleux, qui nous a quittés il y a un an, et qui était mon collègue au MIT quand j'ai commencé comme prof, en fait, juste après mon doctorat à Harvard, en 87, à l'automne 87, j'ai commencé donc au MIT, et Robert Solow était évidemment un des piliers du département du MIT à cette époque. Et Solow, justement, c'est l'année, quand j'ai intégré le MIT en 87, c'est l'année où Solow a eu son prix Nobel d'économie. Et il a eu son prix Nobel d'économie pour un papier qu'il a écrit en 1956 et qui se nomme une contribution à la théorie de la croissance. Et c'est un modèle très élégant et qui est enseigné partout, qui est un peu le point de départ, mais qu'il fallait dépasser. Alors, je vais vous dire pourquoi il fallait le dépasser. Alors, je ne vais pas vous embêter avec les détails du modèle de Solow. Je ne vais pas écrire beaucoup d'équations, mais il y a la première équation qui vous dit que je produis avec un stock de capital et un stock de travail, et avec de la productivité, je produis de la output. D'accord ? Et ça, c'est du PIB, quoi. Je produis des biens de consommation, quoi. Voilà, donc je produis du PIB je produis chaque année un flux de PIB avec un stock de capital, un stock de travail, et puis je produis de manière plus ou moins productive selon ce A, qui est une mesure de la productivité. Voilà. Donc ça, c'est la première équation du modèle de Solow. La deuxième équation, elle vous dit que le capital lui-même augmente grâce à l'investissement, augmente au cours du temps grâce à l'investissement, et l'investissement, ce qui est égal à l'épargne. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une économie où le marché des biens et services est équilibré, et donc en équilibre, l'investissement, c'est l'épargne. Donc en fait, si vous avez une économie où chaque période, la quantité d'output, de PIB dépend du stock de capital, stock de travail, mais le stock de capital lui-même augmente au cours du temps parce que, grâce à l'épargne, vous avez de l'investissement. D'accord ? Donc, vous vous dites a priori, j'ai une croissance basée sur l'accumulation de capital, parce que vous vous dites, davantage de capital financé par de l'épargne va vous produire davantage de PIB, mais vous allez épargner une fraction du PIB, donc davantage de PIB, ça va vous faire davantage d'épargne, qui va vous faire donc davantage d'investissement, et donc davantage d'augmentation, et encore de l'augmentation de stock de capital, et vous vous dites qu'une économie comme ça, simplement à travers l'accumulation de capital, je génère une croissance qui est soutenue, parce que j'augmente le stock de capital, du coup je produis plus, comme je produis plus, j'épargne plus, donc j'investis plus, donc je produis, etc. D'accord ? Seulement, là où le bas blesse, c'est qu'en fait, il y a des rendements décroissants par rapport à ne produire qu'avec du capital. C'est-à-dire que si je passe de 0 machine à 1 machine, j'augmente beaucoup plus la production
que si je passe de 10 machines à 11 machines. Vous voyez, il y a des rendements décroissants par rapport au capital. Et donc, en fait, plus le stock de capital est élevé, plus le nombre de machines que vous avez chez vous est élevé, moins vous augmentez le PIB en augmentant le stock de capital par une unité de machine. Donc, moins on augmente l'épargne et donc moins on augmente l'accumulation de capital. Et donc, ça veut dire que la croissance, à cause de ces rendements décroissants par rapport au capital, eh bien, en fait, si vous ne comptez que sur l'accumulation de capital et l'épargne, eh bien, à partir d'un certain moment, eh bien, l'accumulation va s'essouffler et l'économie va cesser de croître. Vous ne pouvez pas indéfiniment. C'est un peu l'expérience de l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est une économie qui a cru longtemps à partir de l'épargne. Et puis, à un moment donné, le moteur de l'épargne s'essouffle. On ne peut pas uniquement croître indéfiniment à travers épargne, accumulation de capital, épargne, accumulation de capital. C'est un levier de croissance qui est limité. On ne peut pas générer de la croissance de long terme uniquement à partir de l'accumulation de capital. Alors, Robert Solow, il savait ça très très bien, et en fait, son modèle est un modèle qui vous montre que, en l'absence de progrès technique, c'est-à-dire si le A reste constant, en l'absence de progrès technique, sous des hypothèses raisonnables de rendement décroissant par rapport au capital, ce que vous avez dans le modèle de Solow, eh bien, vous ne pouvez pas avoir de la croissance de long terme. Donc, c'est très intéressant. Solow a développé un modèle de croissance qui ne pouvait pas expliquer la croissance de long terme, en fait. Et Solow, ce qu'il vous dit, c'est que si vous voulez expliquer la croissance de long terme, il faut autre chose, il faut quelque chose qui augmente le A au cours du temps, qui vous rende plus productif. Et ça, il appelle ça le progrès technique. D'accord ? Donc, l'accumulation de capital seule, sous des hypothèses raisonnables de rendement décroissant, ne explique pas la croissance de long terme. Si vous voulez avoir une économie qui croît à long terme, il vous faut du progrès technique. Seulement, Solow, lui, ne vous dit pas d'où vient... il ne dit rien sur l'origine du progrès technique. Et c'est là que Schumpeter intervient. Schumpeter vous dit il y a l'innovation. Seulement, Schumpeter, il n'y a pas de modèle. Donc moi, quand j'ai commencé à faire de l'économie, il y avait le modèle de Solow, il y avait des modèles plus généraux qu'on appelle le modèle de Ramsey, ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça, et il n'y avait aucun modèle qui disait l'innovation, d'où ça vient, quoi. Le progrès technique, d'où ça vient. Schumpeter, c'était une intuition, c'était une curiosité. On étudiait Schumpeter dans un cours d'histoire de la pensée. On parlait de Schumpeter un peu aussi dans certains cours d'économie industrielle, mais comme curiosité. Mais il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas d'analyse empirique, il n'y avait rien du tout. D'accord ? Donc voilà, donc on est pour le moment encore avec le modèle de Solow. Le modèle de Solow, d'un point de vue théorique, n'est pas satisfaisant puisqu'il ne vous explique pas d'où vient la croissance de long terme. Il vous dit c'est le progrès technique, mais il ne vous dit pas d'où vient le progrès technique. Il le prend comme exogène. Il ne vous explique pas qu'est-ce qui induit le progrès technique. Et puis, sur le plan empirique, le modèle de Solow ne permet donc... il n'explique pas la croissance de long terme. Or, il y a de la croissance à long terme dans les différents pays. Il ne vous explique pas d'où ça vient. Et puis, il ne vous permet pas de comprendre pourquoi certains pays croissent plus vite que d'autres. Pourquoi certains pays commencent à croître et puis à un moment donné ne croissent plus. Par exemple, le Japon, on a eu des lections très intéressantes. Takeo est avec nous aujourd'hui. Il nous explique comment... oui, il est Takeo. Takeo, il est là, voilà. Et je conseille d'aller à un nouveau cours qu'il va donner très vite, très bientôt. Et pourquoi le Japon a connu une forte croissance entre l'après-guerre et les années 90, et à partir des années 90, le Japon ne croît plus. Pourquoi par exemple, on reviendra sur le paradoxe argentin. L'Argentin a eu une période de forte croissance, et après l'Argentine a cessé de croître. Le modèle de Solow n'explique pas ça. Il ne vous dit pas pourquoi certains pays croissent plus vite que d'autres, pourquoi certains pays décollent pas, pourquoi il y a des pays qui commencent à croître, qui s'arrêtent à mi-chemin, d'autres non. Tout ça, c'est des énigmes, c'est ça les énigmes de l'histoire de la croissance. Et ça, le modèle de Solow n'a absolument rien à dire là-dessus, d'accord ? Donc, il nous faut un autre modèle, d'accord ? Donc, moi, je vais vous parler de mon modèle, voilà. Hein ? Je ne suis absolument pas biaisé, je préfère mon modèle au modèle de Solow. Mais Solow était ce qu'on appelle, on dit un Mensch, quoi. C'était vraiment un type formidable. Pourquoi ? Parce que Solow aurait pu se conduire comme une entreprise schumpeterienne qui a peur des nouveaux innovateurs. Solow a toujours beaucoup soutenu ce que j'ai fait avec mon co-auteur Peter Howitt. Voilà. Il a été comme un parrain.
Il aurait pu tout à fait avoir une attitude défensive et de dire « je ne veux pas de ce nouveau modèle qui va remettre en cause mon modèle ». Et en fait, Solow était un homme extraordinairement généreux et qui nous a beaucoup poussé, moi et mon co-auteur, puisque c'est au MIT, en 87, que nous avons élaboré, nous avons fait la destruction créatrice de Solow lui-même, quoi, en fait. C'est ça qui s'est passé. Hein. Voilà. Un petit peu. Je ne dis pas que... Enfin, c'était ça l'ambition, quoi, voilà. Mais donc, je rencontre au MIT Peter Howitt, qui était mon voisin de bureau. Et alors, maintenant, ça se passe un peu, c'est que moi, j'aime bien... En général, je laisse la porte de mon bureau ouverte, je parle fort. Et évidemment, au MIT, on était plusieurs Français. Il y avait Tirole qui était là aussi, il y avait moi, il y avait Blanchard, il y avait d'autres Français, mais moi, je parlais assez fort. Et un collègue est venu un jour avec un écriteau « Parlez anglais !» Voilà, parce que je parlais trop de français qu'on entendait dans tous les couloirs, voilà. Et donc, mon voisin de bureau, c'était Peter Howitt, et donc, et tous les deux, on adorait avoir les portes des bureaux ouverts, et on sortait, et on faisait un peu les 100 pas. Et puis, un jour, je suis allé dans son bureau, j'écoute Peter, moi, il y a vraiment un truc qui me travaille. Il y a voilà, je veux essayer d'avoir un modèle où je peux endogénéiser le progrès technique, je veux savoir d'où ça vient, il y a l'idée de la destruction créatrice et il n'y a aucun modèle qui le fait. Pourquoi on ne construit pas ensemble un modèle de croissance basé sur l'innovation par la destruction créatrice? Et donc on a construit ce modèle et ce modèle est devenu finalement, je crois maintenant, un paradigme dominant. Je crois que la plupart des gens qui maintenant travaillent sur l'économie de la croissance, des jeunes générations, travaillent à partir de cette approche qu'on appelle maintenant la théorie schumpeterienne de la croissance. Alors je vais vous en parler parce que ça va nous guider dans tout le reste du cours, d'accord? Alors, quelles sont les idées maîtresses de notre modèle? Ben, la première idée, c'est que la croissance de long terme résulte d'un processus cumulatif d'innovation, où chaque innovateur bâtit sur la base des innovations antérieures. Donc ça, c'est la première idée du modèle, d'accord? La deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel. Ce sont des entrepreneurs qui font l'innovation. Et les entrepreneurs innovent parce que si je trouve un meilleur produit ou une manière nouvelle de produire qui est moins chère, ou etc., eh bien, ça me donne des rentes pendant un certain temps, jusqu'à ce que quelqu'un fasse mieux que moi. C'est ce qu'on appelle des rentes d'innovation. Je deviens monopole dans ma spécialité pendant un certain temps. Voilà. Et c'est la perspective de ces rentes qui vous incite à investir dans l'innovation. Parce que vous savez que si vous allez innover, eh bien, vous allez avoir ces rentes. Alors évidemment, si vous mettez certains de mes collègues ministres des Finances, je ne nomme personne, évidemment, l'innovation va être grandement découragée. Mais je ne nomme personne, d'accord? Voilà. Donc, les institutions et les politiques influent sur la croissance parce qu'elles influent sur les incitations à innover, d'accord? Donc voilà, ça c'est la deuxième idée. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice. Les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies, les nouvelles innovations rendent les anciennes technologies obsolètes. Alors, c'est très intéressant parce qu'au cœur, et on verra ça dans notre cours sur l'histoire de la croissance, eh bien, c'est qu'il y a une contradiction au cœur du processus de croissance. D'un côté, il vous faut des rentes d'innovation pour motiver l'innovation, mais d'un autre côté, les innovateurs d'hier sont tentés d'utiliser leurs rentes pour empêcher de nouveaux innovateurs parce qu'ils ne veulent pas, eux, être sujets à la destruction créatrice, vous voyez? Et en fait, eh bien, réguler l'économie de marché, c'est gérer cette contradiction. Comment? Et on va voir qu'on tombe tout le temps sur cette contradiction. Il faut des rentes d'innovation pour motiver l'innovation, mais les innovateurs d'hier sont tentés d'utiliser leurs rentes par tous les moyens pour empêcher de nouvelles innovations. Et c'est comment tu gères cette contradiction, par quelle politique, et comment elle s'articule au cours de l'histoire de la croissance, d'accord? Alors je vais juste parler un petit peu, je vous raconte un peu le paradigme. Ici, je vous représente une entreprise qui a 4 activités. Vous voyez? Et sur chacune des activités, voilà le niveau de productivité, le niveau de qualité ou de productivité qu'elle a. Alors, vous voyez, elle est très bonne dans celle-ci, elle est un peu moins bonne dans celle-là. Cette firme, elle a 4 activités. Comment la firme peut grandir? La firme peut grandir parce qu'il peut y avoir une autre activité par quelqu'un d'autre ici, et la firme, elle peut décider de faire mieux. Elle peut réussir à faire mieux que la firme existante là, que je ne représente pas. Et si elle arrive à faire ça, elle fait de la destruction créatrice sur cette ligne, elle évince le producteur actuel et elle devient une firme à 5 activités. Vous voyez comment se passe la croissance des firmes? Comment se passe le déclin de l'entreprise? C'est que quelqu'un d'autre va venir innover, par exemple, sur cette ligne-là,
elle va évincer cette firme de cette activité, et cette firme, du coup, elle va se rétrécir de 4 activités à 3 activités. Comment on a de l'entrée dans ce modèle? Je ne suis personne, je ne suis pas là, et je me mets à innover sur une des lignes existantes, et je deviens une entreprise à une ligne. Et après, je démarre ma carrière, je deviens une start-up. D'accord? Comment je sors du marché? Je suis une entreprise à une ligne, quelqu'un innove sur mon activité, et du coup, je suis évincé du marché. Donc c'est un paradigme où on explique très très facilement comment la croissance des firmes, le déclin des firmes, l'entrée, la sortie. Et les économies où il y a beaucoup de croissance, les économies sont très dynamiques. C'est-à-dire il y a beaucoup d'entrées, les firmes peuvent grandir, et puis il y a les celles qui sont moins efficaces, elles laissent la place à des firmes plus efficaces. D'accord? D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai des co-auteurs, donc Pete Clino qui est à Stanford, il était avec nous la semaine dernière pour travailler avec nous, il est professeur à Stanford et avec un co-auteur à lui de Chicago. Ils ont regardé la relation entre l'âge des firmes et le nombre d'employés des firmes, qui est une mesure de la taille. Je peux mesurer la taille par le nombre d'activités ou par le nombre d'employés. Et vous voyez qu'en général, il y a une relation croissante entre l'âge et la taille. Je vous ai dit, dans le modèle que j'avais, on démarre à une activité, et puis après on croît, on peut décroître, mais en espérance, il y a une relation positive entre l'âge et la taille. On démarre petit en général, on ne démarre pas une énorme firme, on démarre petit puis on grandit. Voilà, d'accord? Et vous voyez qu'aux États-Unis, la relation, elle est beaucoup plus accentuée qu'ailleurs. Vous voyez, la pente est plus grande. Vous voyez, on croît plus vite avec l'âge. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, si vous êtes un bon innovateur, vous avez trouvé des financements. Vous allez trouver du capital risque, vous allez trouver des investisseurs institutionnels, tout ce que Draghi dit qu'il faut qu'on ait, nous, en Europe, et qu'on n'a pas pour le moment, d'accord? Vous allez pouvoir vous développer, d'accord? Et du coup, comme vous allez vous développer, vous allez évincer des gens moins efficaces. Ça veut dire que ceux qui survivent, ils sont également plus efficaces. Et donc, on sait que ceux qui ont survécu et qui ont un certain âge ont plus de chances d'être efficaces aux États-Unis, et les efficaces trouvent des financements. C'est pour ça que vous avez une relation plus pentue, entre l'âge et entre la taille de la firme et l'âge de la firme. Quand on est bon aux États-Unis, on peut croître plus facilement. Voilà. Et par exemple, dans d'autres pays, il y a des barrières à la croissance. Ça peut être toutes sortes de réglementations qui limitent votre taux de croissance. Par exemple, en Inde, souvent, vous mettez vos beaux-frères et vos belles-sœurs à la tête des différentes divisions. Quand vous n'avez plus de beaux-frères, vous cessez de croître. Enfin, je suis un peu... C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Voilà. When you run out of brothers-in-law. C'est pas toi, non, je fais un peu un gag là-dedans. Voilà. Mais le Mexique aussi, c'est vrai. Nous, la France, on est plus près du Mexique que des US. On est un peu entre les deux, quoi. Voilà. Mais il faudrait qu'on devienne plus comme les US, vous voyez ? Voilà. Vous voyez un peu mais les économies dynamiques. Donc donc il y a 2 prédictions distinctes de cette théorie, et après on va passer à l'objet du cours lui-même. La première prédiction, c'est que la croissance, elle est corrélée positivement avec le dynamisme de l'économie. C'est-à-dire une économie où vous avez beaucoup d'entrées de nouvelles entreprises, et celles qui sont bonnes peuvent vraiment croître, et celles qui sont moins bonnes ne croissent pas, et vous avez de l'entrée, de la sortie et de la croissance de firmes. Eh bien, ça, c'est des économies très dynamiques. Voilà. C'est une source et c'est aussi une source de croissance inclusive, parce que vous donnez votre chance à beaucoup de gens, de talents nouveaux, qui peuvent sans arrêt venir sur le marché et montrer ce qu'ils peuvent faire. Vous voyez, donc ces économies qui croissent vite, c'est des économies très dynamiques, où il y a c'est pas juste qu'il y a des startups, elles peuvent grandir. Alors, vous voyez, en France, par exemple, avant, il y avait une époque où c'était très compliqué de créer une entreprise. Il y avait beaucoup de réglementations. On a amélioré sur ce plan-là. Maintenant, en France, c'est plus facile de créer une entreprise. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à croître. Moi, j'ai vécu 20 ans, je raconte toujours les mêmes histoires, donc même histoire, on sourit parce qu'il dit « Ah, Guy, on n'en peut plus, c'est toujours les mêmes histoires depuis qu'on est là, quoi. » Bon, j'ai vécu, moi j'ai été pendant 20 ans à Cambridge, Massachusetts, d'accord? J'étais MIT, mais surtout à Harvard. Et j'ai vu défiler des consuls de France. Et donc, c'était sympa, ils vous invitent à dîner, ils sont adorables, etc. Ils disent, notre travail principal, c'est d'accueillir des start-up françaises qui n'arrivent pas à grandir en France. Et elles viennent grandir chez nous, parce qu'elles trouvent le capital risque, elles trouvent les investisseurs institutionnels, etc. Vous voyez, c'est ça. Nous, le problème, c'est qu'on a maintenant des start-up, avant on n'en avait pas, mais elles n'arrivent pas à grandir en France. C'est important qu'elles puissent grandir. Mistral, par exemple, il faut qu'il grandisse au lieu qu'il aille ailleurs. D'accord, on va revenir là-dessus dans 2 minutes. Hein. Vous voyez où je vais, là? Vous me voyez venir, hein? Bon, voilà.
Donc, et ça se mesure. Donc, il y a toutes sortes d'études où on regarde différentes mesures des destructions créatrices. Par exemple, il y a des pays, donc on regarde selon le taux d'entrée de nouvelles entreprises, ou bien le taux d'entrée et le taux d'exit d'entreprise, ou bien la création et destruction d'emplois. Tout ça, c'est des économies. Quand il y a plus de création, destruction d'emplois et d'entreprises, c'est des économies plus dynamiques. Eh bien, on s'aperçoit, si on fait ça entre régions, entre pays, les endroits où il y a plus de dynamisme ont plus de croissance de la productivité. Voilà, ça c'est un fait empirique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une théorie, il y a des analyses empiriques qui montrent que là où il y a plus de dynamisme, eh bien, il y a davantage de croissance, voilà, du PIB par tête. Et on peut le voir même par pays, quoi. Les pays où il y a plus de taux de réallocation et une plus grande croissance du PIB par tête. Par exemple, il y a des pays où, par exemple, l'Italie, alors maintenant c'est sympa de montrer l'Italie, maintenant ils font mieux que nous, mais enfin bon, je ne dis pas surtout sur les taux d'intérêt, mais bon, ça c'est... mais voyez l'Italie, le PIB, voyez la croissance du PIB par tête, et puis l'Italie, à partir de l'année 2000, voyez, là, elle a voyez la performance de l'économie italienne, et l'économie italienne devient une économie où il y a moins de dynamisme à partir des années 2000. Voilà, on le voit dans le cas italien, par exemple. Et alors c'est intéressant, en Italie, il y a eu un travail très intéressant, c'est qu'on regarde quand vous êtes petit, quand vous êtes grand. Alors quand je regarde market leaders, c'est-à-dire c'est ces entreprises qui sont très grosses dans leur marché, vous voyez? C'est ce que j'appelle un market leader. Et puis quand vous êtes et par contre, si je vais à droite, c'est des entreprises beaucoup plus jeunes. Quand vous êtes beaucoup plus jeune, vous voyez que vous avez beaucoup de brevets par unité de travail dans l'entreprise et vous avez peu de politiciens dans l'entreprise. Et à mesure que vous grandissez en Italie, que vous devenez une firme dominante, eh bien, vous investissez beaucoup moins dans les brevets et l'innovation et beaucoup dans les politiciens locaux, quoi, pour pouvoir avoir des avantages, vous étendre. C'est utile aussi, parce que c'est pour avoir des passe-droits, c'est pour dire, voilà, je veux ouvrir une nouvelle succursale et d'avoir un politicien dans ma boîte, ça m'aide, quoi. Il va m'obtenir les passe-droits, etc., quoi. Voilà. Et donc ça, c'est quand même très intéressant. Ça montre que, vous voyez, quand vous êtes une entreprise jeune, innovation, etc., et le gros problème, c'est que quand vous grandissez, eh bien, vous pouvez utiliser vos rentes pour faire autre chose que de l'innovation, vous voyez. Et ça, voilà, donc je montre ça, c'est toujours un exemple assez amusant. La deuxième idée, c'est la concurrence. Une concurrence plus intense renforce l'innovation dans les entreprises qui sont à la frontière technologique. Peuvent la décourager dans les entreprises non frontières. Je donne l'histoire à chaque fois. Je dis, vous êtes une classe, vous êtes tous également bons, mais supposez qu'il y a la tête de classe et la queue de classe. Je fais rentrer quelqu'un qui est très bon dans la salle. Les très bons vont travailler plus dur pour rester les meilleurs. Et par contre, ceux qui sont derrière, ils étaient déjà découragés, ils seront encore plus découragés. C'est la même chose pour les entreprises. La ligne bleue, c'est des entreprises qui sont proches de la frontière dans leur secteur. Elles réagissent à davantage de concurrence en innovant davantage et donc elles croissent davantage. Par contre, les entreprises en orange, c'est des entreprises qui sont loin de la frontière dans leur secteur. Elles sont déjà découragées, c'est le queue de classe. Quand j'introduis plus de concurrence, eh bien, elles vont être encore plus découragées. Mais plus une économie est développée, plus la concurrence devient importante, parce que plus l'économie est développée, plus vous avez des firmes en bleu par rapport aux firmes oranges. Vous voyez, aux États-Unis, vous avez surtout des firmes en bleu. Dans des économies moins développées, vous avez surtout des firmes oranges. Donc plus une économie dans son ensemble est développée, plus la concurrence est un levier de croissance. Alors je voudrais dire quand même quelques mots sur la taxe Zucman, parce que je ne peux pas m'empêcher, quoi. C'est plus fort que moi, quand même. Bon, d'abord, Gabriel Zucman est quelqu'un de tout à fait respectable. Il a obtenu la Clark Medal, qui récompense le meilleur économiste basé aux États-Unis de moins de 40 ans, et il la mérite 10 fois, sa Clark Medal. Il est excellent. C'est un excellent économiste, et c'est un individu tout à fait agréable à fréquenter. Voilà. Donc, je veux dire, le plus grand bien, personnellement, et sur le plan académique, de Gabriel Zucman. Donc, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, là, c'est pourquoi je voulais dire que ça illustre Solow versus le modèle schumpeterien. Vous voyez, je mets Solow versus le modèle schumpeterien. Parce que Zucman, dans son monde à lui, c'est le monde de Solow, il y a l'épargne. Il n'y a pas l'entreprise. Vous voyez ce qui est distinctif du modèle schumpeterien, c'est qu'au cœur du modèle schumpeterien, il y a l'entreprise. Le cœur de la croissance, c'est l'entreprise qui innove, qui grâce à l'innovation va pouvoir devenir plus grande, et ce processus qui permet aux meilleurs innovateurs de grandir, aux moins bons d'être remplacés par des meilleurs, c'est ça le cœur de la croissance. Chez Solow, on ne parle pas d'entreprise, on parle d'épargne, d'investissement, mais il n'y a pas l'entrepreneur. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que Zucman dit, moi je mets une taxe de 2%
sur toutes les richesses, des richesses supérieures à 100 millions d'euros, mais il compte dans les richesses virtuelles. Par exemple, vous êtes Arthur Munch, fondateur de Mistral. Vous ne gagnez rien, vous n'avez quasiment pas de cash flow, d'accord? Mais votre entreprise, elle est valorisée à 12 milliards d'euros. Eh bien, vous devez payer des impôts sur les 12 milliards que vous n'avez pas, vous ne les avez pas. Alors, c'est ça, mais lui, il dit, c'est de l'épargne. Donc, moi, ça m'est égal qu'on mette l'épargne dans un fonds de pension ou dans son entreprise. Mais si vous la mettez dans votre entreprise, vous prenez des risques énormes. Si vous les mettez dans des fonds de pension, vous prenez quasiment aucun risque, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour lui, l'entreprise n'est pas dans son référentiel intellectuel. C'est l'épargne. Il dit l'épargne, point barre. Et donc, si vous regardez maintenant le point de vue avec le modèle schumpeterien dont je vous ai parlé, vous êtes Arthur Munch, vous rentrez, vous avez une ligne, voilà. Eh bien, vous êtes en concurrence avec d'autres entreprises dans l'intelligence artificielle. Vous voyez, la France, elle veut être dans la révolution de l'intelligence artificielle. On ne veut pas que cette révolution nous échappe, comme nous avons déjà manqué en grande partie la révolution des technologies de l'information. Donc, vous avez un désespoir, c'est Munch. Il y en a d'autres, d'ailleurs. Bon, Arthur Munch, qu'est-ce qu'il est? Il est en concurrence avec d'autres entreprises ailleurs qui veut se développer en investissement, ce qu'il gagne en empruntant ou en investissant dans du capital, en faisant venir des capitals risqueurs, en faisant venir des investisseurs institutionnels pour pouvoir financer de l'innovation. Et il est en concurrence avec des gens qui font ça. Mais le pauvre Arthur Munch, soumis à la taxe Zuckman, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va dire, moi, désolé, je ne peux pas investir dans l'innovation parce que je dois investir dans payer mes impôts sur des revenus que je n'ai pas. Donc c'est terminé. La France échappe. L'IA part ailleurs qu'en France, quoi. C'est fini, c'est pas chez nous, quoi. Alors nous, on peut fabriquer des trucs très bien, on est très bon dans le luxe. J'avais une maman qui faisait des très jolies robes et tout ça. Bon, voilà. Mais voilà, et c'est très bien. Et le luxe, c'est un grand secteur. Mais je veux dire, mais l'IA, adieu. Il n'y aura pas l'IA en France, quoi. Ça, c'est sûr. Avec la taxe Zuckman, il n'y aura pas d'Arthur Munch en France. On le décourage parce qu'il aura un tel désavantage par rapport aux autres qui, eux, consacrent leur financement à l'innovation. Lui, il va devoir trouver des emprunteurs, des prêteurs, où il va devoir vendre des actions au rabais, parce qu'il va devoir trouver des actionnaires tout de suite, pour pouvoir, parce que les actions, évidemment, de Mistral sont illiquides, il n'y a pas de marché. Arthur Munch n'est pas coté en bourse, donc il va devoir trouver des actionnaires, ou faire l'État actionnaire, pour pouvoir simplement payer ses impôts. Donc, c'est terminé. On manque la révolution de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est ça qui n'est pas dans le modèle de Zuckman. Zuckman est un formidable économiste, mais il ne réalise pas que les leviers de la croissance, c'est de permettre à des startups de venir et de se développer et aux bons innovateurs d'innover, quoi. Et que c'est ça qui crée les richesses. Après, on peut redistribuer, mais je ne peux pas redistribuer ce que je ne crée pas. Et je crée comme ça. C'est comme ça que se crée la richesse. Par l'innovation et par des bons innovateurs à qui on permet de se développer. Et c'est ça le débat que j'ai profondément avec lui. Voyez. Et c'est pas juste ces startups. Tu veux dire, bon, il y a le type qui commence, mais je veux aussi qu'il puisse se développer. Donc je n'ai pas envie de lui dire, tu es tout petit, je ne te taxe pas. Dès que tu vas devenir un peu plus gros, je vais te taper dessus. Parce qu'à ce moment-là, tu anticipes ça et tu dis, j'ai aucune raison de vouloir croître. Et donc, ma courbe, à ce moment-là, elle veut dire que la France, elle devient si je fais ça, la France, elle devient comme l'Inde, quoi, tu vois, d'accord? En termes de relation entre taille et âge, d'accord? Donc c'est ça le débat que j'ai avec lui, mais parce qu'en fait, profondément, le modèle de croissance qu'a en tête Solow, Zuckman, c'est le modèle de Solow, c'est pas le modèle schumpeterien. Et vous voyez, c'est très important comment vous raisonnez, parce que ça conditionne la manière de penser. Vous voyez, d'autres économistes comme Stiglitz, d'autres que j'aime beaucoup, mais leur modèle de croissance n'est pas le modèle schumpeterien. Et donc, quand on n'a pas le modèle schumpeterien, on ne raisonne pas de la même manière, quoi. Voilà. Et le débat est là. Vous voyez maintenant le débat, comment... Je voulais simplement vous le poser, parce que c'est une illustration, vous voyez, c'est pas indifférent de dire je prends Solow ou je prends le paradigme schumpeterien. Voilà, par exemple, sur quelque chose comme la taxe Zuckman, ben, je raisonne très différemment si j'ai en tête le modèle de Solow ou si j'ai en tête le modèle schumpeterien. Voilà. Je voulais juste dire quelques mots là-dessus. Alors, il y a quelques faits historiques majeurs, mais c'est juste pour vous dire en passant, mais on ira beaucoup plus en détail, évidemment.
un premier fait historique, c'est le décollage de la croissance. Mais on reviendra là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu un économiste formidable qui s'appelle Madison, qui a beaucoup travaillé à l'OCDE. Il faut que je prenne mes craies, là. Un petit peu. Voilà. Madison. Et ce Madison, ce qu'il a essayé de faire, c'est de dire, voilà, ce Madison, il a essayé de dire, j'aimerais deviner qu'est-ce qu'était le PIB mondial. Alors évidemment, il n'y avait pas l'INSEE il y a 2000 ans, vous voyez, ça n'existait pas, il n'y avait pas des... Donc il a essayé d'utiliser des données d'urbanisation, différents types de données, pour inférer ce qu'avait pu être le PIB mondial. Et alors, il y a des pays, il y a des endroits qui ont eu des épisodes de croissance. Par exemple, Venise a eu un épisode de croissance. On en reparlera de Venise. Mais ça a été des épisodes temporaires. Mais en gros, le décollage de la croissance, du PIB, c'est vraiment 1820 avec la première révolution industrielle. Et ça se passe en Europe. Et alors, une des énigmes qu'on va soulever, c'est pourquoi ça se passe en Europe et pourquoi pas en Chine, où il y avait des inventions comme la roue ou le compas ou d'autres inventions importantes dès le Moyen-Âge. Donc pourquoi le décollage a lieu en Europe et pourquoi ça a lieu en 1820 ? Qu'est-ce qui a provoqué ? Avant, on a l'impression qu'on a une trappe, c'est ce qu'on appelle la trappe malthusienne, donc je parlerai de la trappe malthusienne, c'est un peu l'histoire du petit poucet, la population est constante et le PIB par tête est constant, et à un moment donné, ça décolle. Qu'est-ce qui fait qu'on quitte la trappe malthusienne et qu'on se met à décoller ? Voilà. Est-ce que c'est une transition démographique purement ? Est-ce que c'est institutionnel ? Il y a des gros débats là-dessus, et nous allons parler de ces débats. Donc nous allons essayer de comprendre pourquoi le décollage a lieu en Europe en 1820, et qu'est-ce qui a provoqué le décollage ? Est-ce que c'est une transition démographique ? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des conditions institutionnelles qui l'ont permis ? Voilà. Et ça va être une des grandes problématiques du décollage industriel. D'accord ? Je vois que vous avez des... Alors voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une deuxième énigme, c'est la stagnation séculaire. Pourquoi, par exemple, aux États-Unis, après avoir connu une forte croissance du PIB par tête entre 1995 et 2005, il y a eu un déclin notable de la croissance de la productivité, et alors encore beaucoup plus notable en Europe. Pourquoi ? D'accord ? Particulièrement dans les industries, dans les secteurs qui produisent de la technologie de l'information, des secteurs qui utilisent la technologie de l'information. Ça, c'est encore une autre énigme. Et là, à nouveau, il y a différentes implications. Il y a des gens comme Gordon, et on parlera beaucoup de Robert Gordon. Robert Gordon vous dit que les idées sont de plus en plus dures à avoir. Est-ce qu'elles sont vraiment de plus en plus dures à avoir ? Oui ou non ? Est-ce que c'est ça l'explication ? D'autres vous diront que c'est peut-être parce que les taux d'intérêt ont beaucoup baissé, et comme les taux d'intérêt ont beaucoup baissé, eh bien, ça a permis à des firmes zombies de survivre, et comme les firmes zombies ont survécu beaucoup mieux, ça décourage l'entrée de nouveaux innovants plus performants. Ça, c'est une autre idée. Et une troisième idée, c'est de dire, non, il y a peut-être eu, avec la révolution des technologies de l'information, l'émergence d'entreprises superstars, les GAFAM, qui ont fini par décourager l'innovation, l'entrée de nouvelles entreprises. Donc il y a différentes histoires à propos de la stagnation séculaire. Et c'est important aussi parce que, par exemple, Gordon, pour lui, si on croit que c'est les idées de plus en plus dures à avoir, on dit, c'est fatal, il n'y a rien à faire, quoi. En gros, sa vision de la technologie, c'est de dire, les fruits qu'on ramasse facilement, qui sont les moins acides, on les a eus. C'est la révolution de la machine à vapeur, la révolution de l'électricité. Mais maintenant, les nouvelles révolutions, c'est beaucoup plus dur, et c'est beaucoup plus dur d'en tirer de la croissance. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Donc, on va discuter. Donc, il y a ceux qui pensent qu'il n'y a rien à faire du tout. Et puis, il y a ceux qui pensent qu'au contraire, si on pense que c'est un problème de mauvaise concurrence, alors là, on sait qu'il y a des politiques qu'on peut faire pour endiguer la stagnation séculaire. Donc, on va voir à chaque fois, voilà. Et moi, ce qui est intéressant, c'est quand il y a des controverses, on est d'un côté et de l'autre côté. Robert Gordon est un très bon ami, et d'une certaine manière, il a raison sur certaines choses. Moi, je suis d'accord avec lui sur certaines choses, pas d'accord sur d'autres, mais on est dans les meilleurs termes possibles. Et Robert Gordon est un formidable économiste, et un formidable historien de l'économie. Voilà. Donc, on parlera beaucoup de Robert Gordon. Alors, une autre énigme, c'est justement la fameuse trappe, la middle income trap, c'est-à-dire des pays qui commencent à se développer et qui arrêtent de se développer. Par exemple, l'Argentine. Si on regarde le ratio du PIB par habitant argentin sur le PIB par habitant américain, vous voyez qu'entre 1870 et 1930 à peu près,
eh bien, vous voyez, vous avez un ratio constant. Ça veut dire qu'à pendant cette période-là, l'Argentine croît aussi vite que les États-Unis. Et vous voyez qu'à partir de 1930, il y a un décrochage argentin. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi. L'Argentine marchait très bien économiquement jusqu'aux années 30, et puis elle décroche à partir des années 30, vous voyez. Un autre, par exemple, eh bien, l'Union soviétique, vous voyez, l'Union soviétique ou la Russie, si vous voulez maintenant, il y a une forte croissance soviétique. Vous voyez, il y avait une époque, dans les années 60-70, on disait, bon, évidemment, l'Union soviétique, c'est pas très sympa, parce qu'il y a le goulag, on ne savait pas trop, jusqu'à Solzhenitsyn sur le goulag, on savait un peu, mais on savait qu'il y avait des trucs terribles. C'est pas un régime très sympathique, mais en termes de croissance, on se disait, bah, finalement, ça marche comme nous, quoi. Sauf qu'ils n'ont pas la démocratie, ils n'ont pas la liberté, mais point de vue économique, les gens voyaient l'Union soviétique comme une économie performante. Et puis, on s'est rendu compte qu'à partir des années 1970, la croissance soviétique s'essouffle. C'est vraiment le modèle de Solow, alors là, par contre. Hein, c'est une croissance très basée sur l'accumulation de capital, peu d'innovation, et c'est exactement une illustration du modèle de Solow, pour le coup. Là, il est vraiment valable, le modèle de Solow. Il vous dit vraiment, une économie qui n'innove pas et qui repose uniquement sur l'accumulation de capital, la croissance finit par s'essouffler, et ça a provoqué la chute du régime soviétique. Voilà, donc c'est intéressant de voir... donc voilà, de voir... Mais donc, c'est à nouveau une middle income trap, c'est-à-dire que l'Union soviétique était un pays à revenu moyen, et à un moment donné, la croissance stop. Un autre exemple, c'est le Japon, mais le Japon n'est pas un pays à revenu moyen, c'est un pays avancé. Et à nouveau, vous avez un taux de croissance très fort, vous voyez, jusqu'aux années 90, et vous avez une décélération, un ralentissement de la croissance. Takeo nous a déjà beaucoup éclairé sur les sources de la stagnation japonaise, et on en parlera également. Mais c'est à nouveau, c'est le même syndrome de stagnation séculaire, alors que la Suède, au même moment, se met à décoller, d'accord. Et puis, il y a l'Europe, évidemment. Eh bien, nous, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, entre 1945 et, je parle de la zone euro, et on regarde le PIB par tête de la zone euro en comparaison avec le PIB par tête des États-Unis que je mets à 100, vous voyez qu'entre 1945 et 85, on rattrape le PIB par tête américain en partie, et depuis les années 80, on décline par rapport aux États-Unis. Et ça, c'est le rapport Draghi. On a fait venir Draghi en novembre dernier. Je ne sais pas, certains d'entre vous étaient là. Il est venu ici débattre avec le président de la République. Voilà. Et bien, nous, c'est un peu le même syndrome. C'est-à-dire qu'on était très bon pour le rattrapage, on en parlera. On avait une économie, pour le rattrapage, on était très bon, mais on n'a pas su passer d'une croissance par le rattrapage à une croissance par l'innovation à la frontière. Et c'était le même problème qu'a eu le Japon, et c'est le même problème qu'a eu là également la Corée. Alors, vous voyez là, les innovations, on voit d'ailleurs que, vous voyez, en vert, vous avez l'Europe, et on regarde les brevets dans les hautes technologies, et vous voyez qu'il y a un déclin européen, et là, par contre, il y a l'irruption de la Chine qui est en bleu, vous voyez. Et donc, c'est très évidemment, c'est pour ça qu'il y a le rapport Draghi, et c'est pour ça que, si vous voulez, moi, je suis dans un truc où je me dis, on est chez les fous. L'Europe est en train de se demander comment on va rattraper les États-Unis et la Chine maintenant, qui innovent plus que nous. On doit se réveiller. Et en France, on discute de la taxe Zuckman, quoi. Tu te dis, je marche sur la tête, quoi. Je dis un truc qui ne va pas, quoi. Voilà. Bon. La Corée, c'est pareil. La Corée, après la guerre de Corée, il y a des taux de croissance très élevés, et puis la taux de croissance de la Corée décline. Alors, en partie parce que la Corée rattrape. Quand je suis loin de la frontière, par le rattrapage, je crois très vite. Quand je me rapproche de la frontière, automatiquement, je crois moins vite. Mais en Corée, ça se réduit beaucoup. Et en Corée, il y a eu vraiment le phénomène, on en parlera plus tard, des chaoballs. Pendant la phase de rattrapage de la Corée, se sont développés des gros conglomérats. Et ces gros conglomérats, non seulement ils ont inhibé l'entrée de nouvelles entreprises, mais ils ont fait pression sur le gouvernement coréen pour ne pas mettre en œuvre des politiques favorisant l'innovation à la frontière. La Corée avait des politiques tout à fait adaptées au rattrapage, mais vous savez, j'ai dit tout à l'heure que l'innovation à la frontière, il faut notamment de la concurrence. Mais évidemment, les gros conglomérats, ils ne voulaient pas de la concurrence, ça ne les arrangeait pas. Donc ils ont fait pression pour qu'il n'y ait pas la concurrence. Et donc il n'y avait pas les institutions en Corée permettant de passer d'une croissance par le rattrapage à une croissance par l'innovation à la frontière. Et ça, c'est une source importante de middle income trap. D'accord. Mais on va en parler en détail, et pour vous dire un peu. Alors, le plan du cours, ça termine mon introduction. Voilà.
on va parler de révolution agricole, on va parler de choses qui arrivent avant la révolution industrielle. Donc là, la partie suivante, que je vais démarrer maintenant, je vais parler de choses qui sont avant la grande révolution industrielle. Je vais parler de la révolution agricole, je vais parler de l'urbanisation et de la république des idées qui émergent. Vous voyez ? Les universités, les idées, comment l'encyclopédie, l'imprimerie, vous voyez ? Voilà, je vais parler de ces choses-là qui se produisent avant la révolution industrielle, mais qui sont des précurseurs, vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Ensuite, je vais parler de la trappe malthusienne et je vais donner une première explication de pourquoi on en est sorti, qui est en termes de transition démographique. Donc je vais parler d'un peu des contributions qui ont essayé d'expliquer la sortie de la trappe par la transition démographique. Moi, évidemment, ce n'est pas l'explication que je préfère. Mon explication préférée, c'est la seconde explication, c'est-à-dire le rôle des institutions dans le décollage, et montrer que c'est vraiment les institutions, notamment des institutions qui se sont mises en place ici, qui expliquent pourquoi c'est en Europe et pas en Chine qu'a eu lieu le décollage. Et pourquoi c'est dans les années au XIXe siècle et pas avant. Voilà. Donc on va parler de ça, d'accord? Mais là, il y a des grands débats. Et vous pouvez tout à fait pas être d'accord avec moi. Dire, mais Guillaume, il me raconte, moi je ne suis pas d'accord avec lui, je pense moi autrement, etc. Mais vous serez exposé aux différentes théories. Et l'important, c'est que ça vous donne, vous, à réfléchir. Et même si vous dites, Guillaume, vraiment, il me casse les pieds, il me raconte des choses, je ne suis pas d'accord, etc. OK. Donc, ensuite, on parlera des vagues technologiques, parce qu'il y a eu la première révolution, qui est celle de la machine à vapeur, ensuite, il y a eu la révolution de l'électricité, puis il y a eu la révolution des technologies de l'information, puis là, maintenant, il y a l'IA, d'accord? Donc, on parlera de ces vagues, et à chaque fois qu'il y a eu des grandes vagues technologiques, il y a eu cette crainte que ça crée du chômage de masse, toujours. Et jusqu'à maintenant, on n'en a jamais vu. Pourquoi? C'est intéressant. Est-ce que l'IA peut donner beaucoup de croissance ou pas? Ben là, il y a des controverses. Par exemple, j'ai un copain avec qui je travaille, il s'appelle Daron Acemoglu, il a eu le prix Nobel d'économie l'année dernière, et on est d'accord sur certaines choses et pas d'accord sur d'autres. Lui pense que l'IA a très peu de potentiel de croissance. Et moi, je pense qu'il a tort. Voilà. Et on a des grands débats entre nous. Mais je vous parlerai de notre débat avec Daron, d'accord? Ça marche toujours bien, les débats avec Daron, en général. Ça excite, ça réveille bien l'Assemblée. Voilà. Plus Daron, c'est quelqu'un. Mais Daron, je vous raconterai qu'on a écrit un papier ensemble. Je lui ai fait passer la frontière canadienne quasiment dans le coffre de ma voiture, quoi. Et c'est d'un gros morceau, Daron. Ça. Bon, voilà. Bon, alors, ensuite, je parlerai de l'adversité comme levier d'innovation. C'est-à-dire, il y a des gens qui vous disent, ben voilà, je n'avais plus de capital humain, ou je n'avais plus de ceci ou de cela au sortir de la guerre, eh bien, je dois innover pour pallier au manque de certains facteurs de production. Donc ça, c'est très intéressant comme idée. J'innove pour échapper à quelque chose qui est mauvais. Ou par exemple, je ne sais pas, je me repose beaucoup sur des ressources rares. Le prix des ressources rares augmente parce que les Chinois nous rationnent les ressources rares. Eh bien, je vais innover davantage dans l'utilisation des ressources rares parce que je sais que je dois m'adapter au fait qu'elles sont plus chères. Ben, ça, c'est une idée très importante. J'innove c'est pas pour échapper à la concurrence. Ici, j'innove pour échapper à des facteurs contraignants. D'accord? Donc, je parlerai de ça. Et puis, alors ensuite, là, en fait, je mets ça comme si c'était un cours, mais en fait, c'est deux cours. J'ai envie de parler de stagnation séculaire, mais j'avais un peu envie de parler US, Europe, Chine également. Donc, je vais voir comment on fait tout ça. Mais peut-être je mettrai ces deux-là dans le dernier cours. Mais en gros, ça sera un peu ces choses. Et ça va vous donner un peu des idées. Alors, en ce moment, je commence à écrire un livre avec Joël Mokyr. Alors, Joël Mokyr, c'est un historien des technologies et de la croissance. Il est professeur à Northwestern. Et en fait, j'utilise beaucoup sa reading list, là, beaucoup les cours qu'il a fait. Et Joël Mokyr va venir au printemps. C'est quel mois, Patricia? Avril ou mai qui vient, Joël? Mai. Voilà, Joël Mokyr va venir donner quoi? 3 leçons, 3 ou 4 leçons, c'est ça? 3 ou 4? 3. Et absolument ne manquez pas Joël Mokyr. C'est un formidable historien des technologies et de l'innovation. Voilà. Donc, vraiment, ne manquez pas Joël, quoi. Et comme ça, grâce au cours d'ici, j'espère, vous arriverez en ayant déjà des éléments. Vous allez pouvoir dire à Joël, mais nous, on sait certaines choses. Il va être impressionné, quoi. Mais oui, absolument, il faut que vous allez le bluffer, là, Joël, hein, quand il va venir. Voilà. Très bien. Voilà, donc ça, c'est la première partie, et je passe maintenant au plat de résistance. Là, je vais terminer mon introduction, et je vais passer à l'agriculture.
Voilà, donc je dois faire comme ça. Alors, je fais comme ça, voilà, j'y arrive là, j'y arrive. Voilà, je dois maintenant activer modification, ça c'est bon. Je fais diaporama. Voilà, oh là là, j'en reviens pas. C'est très étonnant parce que vous savez, je parle beaucoup d'innovation, je suis nul dans l'utilisation des innovations. Vous savez, c'est ça. En fait, hier, ouais, enfin bref, bon. Voilà, no comment. Voilà, excellent. OK, donc je vais parler maintenant de révolution agricole, d'urbanisation et l'émergence de la République des idées. Voilà. Et donc, c'est un peu les origines de la croissance, d'accord? Donc, le décollage, comme je vous ai dit avant, le décollage est un phénomène assez récent. La croissance économique telle qu'on la connaît est née vraiment, c'est à partir de 1820. Ça se passe d'abord au Royaume-Uni, puis en France, et après, ça se diffuse ailleurs, dans les pays développés, etc. Mais évidemment, le développement économique de l'humanité a démarré bien avant la révolution industrielle, d'accord? Donc, une première rupture qui marque le début du développement économique des sociétés humaines, c'est la révolution agricole et l'essor de l'agriculture qu'elle a engendré. Cette révolution a également initié une dynamique progressive de concentration spatiale de la population dans des centres urbains. Et donc, vous avez le phénomène d'urbanisation, d'accord? Et puis, les centres urbains sont devenus des centres de production et d'échange de connaissances. Évidemment, si vous habitez, vous avez une ferme qui est à 50 km du voisin et que vous n'avez pas le téléphone n'existe pas, l'échange d'idées est un peu difficile. Mais si vous êtes dans un centre urbain, vous pouvez évidemment interagir et ça facilite évidemment le brainstorming, comme on dit, hein, l'échange d'idées. Voilà. Et donc, c'est un peu de ces processus-là dont je vais vous parler, d'accord ? Et donc, ces trois phénomènes caractérisent la période qui précède le décollage économique. Voilà, donc ces trois composants. Donc, je vais parler d'abord de révolution agricole néolithique, d'urbanisation et idées intellectuelles. D'accord ? Alors, la révolution agricole. Alors, je vais vous donner des choses, vous allez me dire, ça commence comme 2001, l'Odyssée de l'espace, quoi. Hein, c'est avant l'arrivée de la pierre philosophale, quoi. Hein, d'accord ? Bon, mais je vais faire une transition un peu moins abrupte entre le LOS et le Spoutnik, voilà, comme dans 2001, quoi. On va être plus progressif quand même, hein, voilà. Donc, une scène incroyable. Hein. Donc, les hommes étaient initialement, ça va paraître vraiment du Harari, là. Hein. Les hommes sont principalement consommateurs de richesses, donc c'est des consommateurs, cueillent des baies et chassent des animaux sauvages, d'accord ? Et puis, entre 12 000 et 5 000 avant Jésus-Christ, au début du néolithique, des communautés humaines vont commencer à inventer des pratiques agricoles, indépendamment dans 7 points du globe. Le croissant fertile, l'Afrique subsaharienne, le nord de la Chine, le sud de la Chine, les Andes, le Mexique et l'Amérique du Nord. Mais voilà. Et donc, mais c'est ce qui a poussé en fait l'humanité, cette transition. On va passer d'un modèle de chasseur-cueilleur à un modèle d'agriculteur, d'une économie de subsistance à une économie de production. Mais on va essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé, pourquoi il y a eu cette transition-là, d'accord ? Donc, donc là, c'est à partir de travaux archéologiques qui ont permis d'identifier des pratiques agricoles, restes d'animaux, pollens, et de situer ces pratiques dans le temps, notamment grâce à la datation carbone. Et ces données peuvent être croisées avec les apports de la paléoclimatologie, qui étudie les conditions climatiques d'époques anciennes, par rapport à l'examen, par exemple, des carottes glaciaires. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des carottes glaciaires, mais bon, voilà. Non, c'est passionnant. J'ai appris plein de choses. Ça, c'est le Collège de France, où vous devez faire un cours nouveau chaque année. Et donc, voilà, je découvre, au bout de 10 ans, les carottes glaciaires, quoi. Voilà. Donc, évidemment, ces données sont loin d'être exhaustives et par conséquent, la littérature économique qui s'intéresse à la naissance de l'agriculture, évidemment, demeure prudente quant à la robustesse de ces résultats. Voilà. Donc, avant d'envoyer le papier à un tel journal, etc., on fait attention à la robustesse. Voilà. Donc, on a longtemps attribué l'invention de l'agriculture à 2 principaux facteurs. L'accroissement de la population, rendant de moins en moins possible un mode de vie qui nécessite de vastes territoires, parce que vous êtes plus nombreux, et plus dense, c'est la densité qui augmente. Et la deuxième, c'est une productivité par tête de l'agriculture qui augmente, et donc qui réduit l'effort nécessaire pour se procurer la nourriture essentielle à la survie du groupe. Donc ça devient, c'est vraiment le comparatif, c'est-à-dire de plus en plus dur de cueillir et de plus en plus facile de pratiquer l'agriculture. Voilà.
Alors, ces théories ont été remises en cause par des travaux archéologiques récents. C'est toujours amusant quand il y a des gens qui vous remettent en cause. Même moi, un jour, je serai remis en cause. Moi, je dis, pourquoi j'ai travaillé sur la destruction créatrice? Parce que je me dis, le jour où je deviens obsolète, ça valide ma théorie. J'avais raison. Alors, des travaux archéologiques récents ont remis en cause ces théories. Les communautés où l'agriculture a été inventée étaient en stagnation, voire en déclin démographique. Donc c'est le premier élément qui va contre l'explication que c'est parce qu'on n'a pas assez de territoire et qu'on est, voilà, et qu'il faut avoir quand même très peu de densité pour la cueillette, etc. Et par ailleurs, les premiers agriculteurs étaient en moins bonne santé et travaillaient davantage que leurs contemporains chasseurs-cueilleurs, signe de rendement plus faible dans l'agriculture que dans la cueillette. Voilà. Donc ça, c'est des objections aux théories, aux explications. Donc de nouvelles théories ont vu le jour pour expliquer autrement la naissance de l'agriculture. L'une met l'accent sur les institutions, c'est-à-dire sur les règles du jeu en société, ou on dit plus formellement les contraintes instaurées par les humains pour encadrer les interactions humaines. Vous savez que le grand monsieur des institutions, c'est Douglas North, qui a eu un prix Nobel il y a quelques années, et qui est vraiment le grand économiste des institutions. Après, il y a eu l'année dernière, le prix de l'an dernier qui continue. Alors, une autre explication souligne le rôle prépondérant du climat. Certaines températures ou conditions météorologiques auraient favorisé les pratiques agricoles. Une troisième théorie alternative insiste sur l'importance des dotations initiales des différentes zones en espèces propices à la domestication. Donc voilà, d'autres théories. Alors qu'est-ce qu'elles valent, ces théories-là? D'accord? Alors ces trois approches ne s'opposent pas, elles sont complémentaires quelque part, puisque chacune met en valeur, vous pouvez tout à fait avoir ces trois explications qui opèrent de concert, vous voyez? Puisqu'elles mettent l'accent sur un déterminant différents. D'accord? Donc, voilà. Donc là, il y a un article. Alors, Sam Bowles est quelqu'un d'absolument passionnant, Sam Bowles. Il a fait plein de choses et s'intéresse beaucoup aux institutions et aux entreprises, à l'organisation, au rôle de la société civile, l'importance de la société civile, aux contrats implicites. C'est un esprit très, très, très fertile, Sam Bowles. Voilà. Enfin, si vous n'avez jamais approché Sam Bowles, vous sortez avec 10 000 idées quoi, quand vous déjeunez avec lui ou vous interagissez avec lui. Donc, pour Sam Bowles et Choi, l'invention de l'agriculture s'explique par l'instauration d'une institution, la propriété privée. Si l'agriculture n'a été inventée que dans quelques sociétés humaines, c'est parce que ces sociétés sont celles où la propriété privée est apparue. L'introduction des droits de propriété a créé une incitation économique à l'adoption de l'agriculture. C'est intéressant parce que c'est un peu lié à l'innovation. On sait que pour l'innovation, aussi, il faut des droits de propriété. Si je pense que je vais être exproprié, si je suis dans le Zimbabwe de Mugabe, je n'innove pas parce que je sais que je vais être exproprié. Ou si je suis, voilà, je ne veux pas faire d'autres parallèles pour ne pas faire du mauvais esprit. Les droits de propriété, c'est la base de toute activité, parce que vous savez, vous dites, je veux avoir des bénéfices de mon activité. Et donc, Sam Bowles et Choi mettent ça en évidence. L'introduction des droits de propriété a créé une incitation économique à l'adoption de l'agriculture. La garantie de jouir des fruits de son travail incite à réaliser les efforts initiaux pour lancer la culture ou l'élevage et diminue le coût de conflit pour les agriculteurs, parce que leur production est plus facile à délimiter et à défendre par les droits de propriété. Ça, c'est vraiment l'aspect institution. On va revenir beaucoup sur les institutions. Donc, on voit déjà apparaître le débat, est-ce que c'est climat, est-ce que c'est institution? Ça, c'est un débat qui va courir. Tout le long du cours, on va voir ce débat-là, d'accord? Donc, vous allez voir des choses, on revient. Moi, c'est toujours par spirale, je reviens toujours sur les mêmes choses. Mais c'est comme ça que vous assimilez les choses. Voilà. Alors, il y a l'explication par la sédentarisation. Le climat plus clément à la fin de l'âge glaciaire aurait réduit le besoin d'une constante mobilité des groupes humains à la recherche de nourriture. Certains groupes se seraient donc sédentarisés dans des lieux où les ressources naturelles étaient abondantes. Cela induit une concurrence pour les ressources qui a poussé ces groupes à établir d'un commun accord des droits de propriété. Donc là, ils essayent d'engeneiser les droits de propriété. On dit, les droits de propriété, ça favorise l'agriculture. La question, c'est pourquoi ils apparaissent? Parce qu'on se sédentarise. Et donc, on a une incitation à établir des droits de propriété. D'accord? Donc, ils endogénéisent l'émergence des droits de propriété, d'accord? Par la sédentarisation. Et il lie la sédentarisation au climat, d'accord? Donc, maintenant, il y a une explication par le changement culturel. Les sociétés ayant inventé l'agriculture pourraient avoir connu au préalable un changement
un changement culturel, c'est-à-dire développement de la religion, création d'une sphère domestique qui aurait influencé à la fois leurs institutions et leur rapport à l'agriculture. Mais les auteurs ne proposent pas de possibles déterminants à ce changement culturel. Donc il pourrait y avoir, on sait qu'il y a une corrélation entre les institutions et l'agriculture, mais au lieu de dire simplement c'est les institutions qui induisent davantage de développement agricole, ça serait de dire il y a un troisième facteur qui est quelque chose de culturel qui aurait à la fois eh bien, encouragé l'agriculture et favorisé l'émergence des institutions. Mais là, pour le moment, voilà, voilà où est le débat. Mais enfin, ça c'est le... Alors, le climat seul ne permet pas d'expliquer l'essor de l'agriculture. Par exemple, l'Australie n'adopte la révolution agricole qu'avec la colonisation britannique. Pourtant, bien avant la colonisation, son climat aurait été favorable à la culture de semences utilisée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais en Australie, l'instauration de droits de propriété n'était pas là pour assurer l'essor de l'agriculture, c'est la colonisation qui apporte les droits de propriété, d'accord ? Donc ça, c'est quand même là, et on reverra toujours le débat climat-institution, le débat Acemoglu-Sachs, à nouveau, et moi je suis du côté Acemoglu-Johnson-Robinson, les trois lauréats du prix Nobel de l'an dernier, par rapport à Sachs qui lui dit c'est la primauté, c'est le climat, et eux vous diront que la primauté, c'est les institutions. Donc je reviendrai toujours à ce débat climat versus institution. Alors ensuite, l'adoption de l'agriculture ne s'explique pas par de meilleurs rendements. En moyenne, la productivité horaire en termes de calories de l'agriculture ne représenterait que 63% de celle de la chasse et de la cueillette au début du néolithique. Le rendement plus faible est compensé par la protection renforcée conférée par les droits de propriété. Donc vous voyez, c'est à nouveau une preuve, enfin c'est encore quelque chose qui dit, voilà, c'est pas juste quelque chose de technologique, c'est les droits de propriété qui, en fait, font que l'agriculture se développe. Voilà. D'accord ? Alors la relation entre essor des droits de propriété et développement de l'agriculture va dans les deux sens quelque part. La hausse du nombre d'agriculteurs augmente le nombre d'individus qui ont intérêt à un droit de propriété et renforce les biens collectifs, les bénéfices collectifs de la mise en place de ces droits. Donc si vous voulez, la propriété développe l'agriculture, mais à nouveau, le fait que vous ayez davantage d'agriculteurs fait que vous allez davantage investir dans la mise en place des droits de propriété. Donc là, il y a une causalité de base de la propriété vers l'agriculture, mais vous avez également une causalité inverse, qui est un effet amplificateur, si vous voulez. Hein, d'accord ? L'essor démographique ne survient que dans un second temps. Il est porté par le perfectionnement des techniques agricoles, génétiques, traction animale, qui augmente les rendements et réduit la pénibilité. L'agriculture gagnera ensuite un avantage décisif sur la chasse et la cueillette avec le développement de structures politiques hiérarchisées et étatiques. Vous voyez, donc ça, c'est le... Voilà, c'est le... Alors, donc là, j'ai un autre... un autre auteur qui est très important, c'est qu'il lie ça à la saisonnalité. La saisonnalité, c'est l'écart entre les températures moyennes et les précipitations mensuelles maximales. Voilà. Et donc, c'est là où il y a davantage de saisonnalité. Voilà, il se démarque de l'approche climatique classique, selon laquelle c'est l'adoucissement des températures qui aurait facilité l'agriculture. Au lieu de quoi, lui, son idée, c'est de dire que l'agriculture a été inventée dans des régions où la saisonnalité des températures de précipitation est forte à l'époque de son introduction. Cette hausse de la saisonnalité a trois explications. Il parle de la modification de l'axe de rotation de la Terre, d'oscillations autour de cet axe et d'une modification de l'ellipse de l'orbite terrestre. Donc il y a des facteurs physiques qui auraient influé sur la saisonnalité, et la saisonnalité aurait, elle, influé sur l'agriculture. Mais la saisonnalité, c'est surtout la régularité, en fait, des choses. C'est-à-dire que vous avez régulièrement, c'est plus prévisible quand est-ce que vous avez des pluies, quand est-ce que vous n'en avez pas. Et c'est vraiment ça, là, ce que j'appelle la saisonnalité, c'est en fait la prédictabilité des précipitations. Vous voyez, quand vous êtes dans un endroit où elles sont davantage prédictibles, eh bien là, vous développez davantage l'agriculture. Et ce qu'il essaie d'expliquer, c'est voilà, il y a eu des changements physiques qui ont influé sur la saisonnalité, donc sur la régularité des précipitations, etc., et de l'évolution des températures, et donc sur l'agriculture à travers ça. Donc il essaie d'établir un lien causal, il a un instrument, il dit voilà, il y a une source de variation qui explique l'évolution de la saisonnalité, et ça a donc un impact à son tour sur le développement agricole. D'accord ? La plus forte saisonnalité pousse à constituer des stocks de nourriture pour faire face aux saisons plus difficiles. Les communautés se sédentarisent alors à proximité de leurs stocks. La sédentarisation favorise à son tour l'émergence de pratiques agricoles. La probabilité d'inventer l'agriculture est ainsi 3 fois plus importante que la moyenne dans des régions à forte saisonnalité. Dans des régions où il n'y a pas de variation du tout, j'imagine que ça veut dire qu'il y a moins. C'est ça.
Et là où ça varie, vous avez à la fois une périodicité, mais une variation plus grande. Vous voulez constituer vos stocks, mais en même temps, c'est prévisible. Et donc, vous avez une agriculture qui se développe. Donc, c'est à la fois de la prévisibilité, mais de la variation. D'accord ? Voilà. Toutes les communautés humaines n'ont pas inventé l'agriculture, certains ont simplement imité leurs voisins. Quand on considère l'ensemble des régions peuplées par l'homme au début du néolithique, une plus forte saisonnalité s'accompagne également d'une adoption plus précoce de l'agriculture. Donc c'est ceux qui ont plus de une augmentation de saisonnalité commencent avant et après, eh bien, ça se répand. C'est ce qu'on appelle la diffusion du savoir, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui adoptent parce que la saisonnalité augmente, mais ensuite, il y a une diffusion du savoir ailleurs. D'accord ? Voilà, une hausse de 8% de l'écart de température en traité se traduit par une adoption beaucoup plus tôt. Donc ceux qui sont sujets à la saisonnalité, qui ont des chocs de saisonnalité plus grands au début, donc eux adoptent plus tôt, mais ensuite il y aura diffusion de l'agriculture à des zones qui, elles, n'ont pas été sujettes à des fortes augmentations de saisonnalité. Donc la fin de l'âge glaciaire est elle aussi une conséquence de la hausse de la saisonnalité, qui a entraîné le recul des glaciers. L'essor démographique est une conséquence de l'adoption de l'agriculture. Le lissage de la consommation augmente la fertilité, c'est-à-dire qu'évidemment, avec l'agriculture, je peux stocker et je peux mieux, donc du coup, ça favorise la fertilité, évidemment. Voilà. Et alors, il y a l'approche par les dotations initiales, développée par Diamond. La révolution agricole aurait été favorisée par la présence naturelle de plantes cultivables et comestibles, les herbacées à grosses graines, les animaux adaptés à la domestication. Et voilà, par exemple, le cheval a joué un rôle essentiel dans l'essor de l'agriculture en Europe. Son équivalent africain, le zèbre, n'a jamais été domestiqué. C'est un animal plus agressif. Il manque de barrières naturelles. Le cheval n'a pas pu être importé en Afrique car les zèbres sont porteurs de la trypanosomiase, une maladie mortelle pour les chevaux. Et donc, ça aurait expliqué, voilà. Donc, il existe une forte complémentarité entre l'approche par les dotations et l'approche climatique. Sans un climat favorable, les communautés humaines n'auraient pas pu mettre à profit les atouts de la faune et de la flore qui les entourent pour développer l'agriculture. Un climat homogène facilite la diffusion des cultures domestiquées. Cela explique la rapide diffusion de l'agriculture en Eurasie, un continent orienté d'est en ouest à partir du croissant fertile. D'accord ? Le développement de l'agriculture a renforcé aussi l'immunité des sociétés concernées en les exposant à des maladies d'origine animales. Ces maladies décimeront ensuite les autres sociétés lors des grandes découvertes. D'accord ? L'accumulation de nourriture permise par la révolution agricole a contribué à l'essor de centres urbains et permis à certains individus de se spécialiser dans des métiers autres que l'agriculture, encourageant des innovations technologiques. Donc je passe, voilà. Alors je veux simplement mentionner qu'il y a eu d'autres révolutions agricoles depuis le néolithique, mais je pense que je vais passer directement maintenant, j'aimerais passer maintenant directement, avant de passer aux révolutions agricoles du monde développé, je vais passer directement maintenant je voudrais passer à l'urbanisation. Je suis désolé, parce que là, je passais à après la révolution industrielle. Donc, je veux garder ça pour après la révolution industrielle. Donc, je vais passer à directement l'urbanisation. Il me reste combien ? Il me reste encore 1 heure. Voilà. Très bien. Donc, urbanisation. Alors, la révolution agricole a posé les bases du développement économique des sociétés humaines, mais également de leur développement démographique. Ce développement démographique a entraîné une concentration spatiale des individus qui a permis l'émergence de centres urbains. On parle alors d'urbanisation. D'accord ? Il n'existe pas de définition universelle d'un centre urbain. En France, l'INSEE fixe le seuil à 2000 habitants. Au Danemark, il est fixé à 200. Il est également difficile de projeter des définitions modernes sur des modalités de peuplement parfois très anciennes. Donc voilà, les agglomérations urbaines dans la littérature économique sont généralement celles comprenant plus de 5 ou 10 000 habitants. Voilà, donc avant le décollage de la croissance, l'urbanisation et le développement sont fortement corrélés. Et d'ailleurs, je vous avais dit que Madison lui-même utilise l'urbanisation comme mesure de développement parce qu'il n'y a pas de mesure de PIB. Et donc, il a fait des extrapolations. Il a dit, quand on connaît les deux, quand on a des données de PIB et d'urbanisation, voilà ce qu'on a. Il a essayé ensuite d'extrapoler parce qu'après, il n'a plus que des données d'urbanisation sans avoir des données de PIB. Donc, il a complété ces séries de PIB avec des informations sur l'urbanisation en faisant de l'extrapolation, en fait. D'accord ? Voilà. Donc, le taux d'urbanisation est d'ailleurs utilisé par les économistes comme un proxy du niveau de développement économique pour des périodes anciennes. Concentrer un grand nombre d'individus en un même lieu engendre des coûts, par exemple pour coordonner l'approvisionnement. C'est donc l'apanage de sociétés plus développées capables de supporter ces coûts. C'est ce qu'on appelle des coûts de congestion. D'accord ? Donc, il faut pouvoir supporter ces coûts-là.
Réciproquement, la concentration d'individus en un même lieu peut encourager le développement d'échanges marchands et soutenir l'activité économique. Disons, il y a un article de base, qui est cet article-là, de Bosker et al., qui identifie deux principaux facteurs encourageant le développement urbain. L'implantation géographique des villes, les institutions qui régissent les centres urbains. Il met en valeur... Alors attendez, voilà. Il met en valeur ces facteurs à partir de la comparaison des agglomérations de plus de 10 000 habitants dans les territoires à majorité chrétienne et ceux à majorité musulmane de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient entre 800 et 1800. Alors, si on regarde le commerce, la proximité de moyens de transport de longue distance, donc les routes caravanières dans le monde islamique, les ports maritimes en Europe, favorisent le commerce. D'accord ? Agriculture, productivité du hinterland, un centre urbain est dépendant de la production de la région environnante pour son alimentation. D'accord ? Ça, c'est les facteurs. Donc, il faut que vous puissiez faire du commerce et il faut que vous ayez un environnement agricole qui vous fournit en biens agricoles. D'accord ? Alors, l'implantation d'institutions politiques, le statut de capitale et les nombreuses charges publiques qui l'accompagnent, l'implantation d'un archevêque dans le monde chrétien, qui a généralement un rôle plus séculier que religieux, l'implantation d'institutions académiques, d'universités, mais avec une causalité inverse, évidemment. Là où il y a de développement urbain, on a plus de chances d'avoir des universités, puisqu'il y a échange d'idées. Donc la causalité entre université et urbanisation, elle va dans les deux sens. D'accord ? Alors, l'autonomie politique. Le statut de ville libre s'accompagne d'une meilleure protection des droits de propriété, d'un système judiciaire propre ou de lois favorables à l'industrie et au commerce. Participation à la vie politique nationale, certaines villes obtiennent des sièges pour le représentant au Parlement. En 800, le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique sont essentiellement musulmans et ils sont initialement très en avance sur l'Europe, majoritairement chrétienne, en termes d'urbanisation, que ce soit en nombre d'habitants ou bien en proportion de la population qui sont urbanisés. D'accord ? En 1800, l'Europe rattrape, vous voyez, en 1800, l'Europe rattrape le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, vous voyez ? Et là, en termes d'urbanisation, et donc vous avez, et là ça vient vraiment en 1800, mais ça va venir beaucoup avec le décollage industriel, évidemment, mais déjà en 1800, on rattrape, voilà, avec l'Europe rattrape les taux d'urbanisation du monde musulman. À l'inverse, alors j'étais là, à l'inverse, la population urbaine du monde islamique a stagné. Donc c'est intéressant. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a eu la trappe malthusienne, on a à la fois stagné, et j'irai en détail sur la trappe malthusienne la prochaine fois, c'est que la trappe malthusienne, elle vous explique non seulement pourquoi le PIB ne décolle pas, mais elle vous montre également pourquoi la population ne décolle pas. D'accord ? C'est un modèle qui vous explique pourquoi, en fait, la population ne décolle pas. En gros, c'est que si vous avez de la productivité qui augmente, vous faites davantage, vous avez un PIB par tête plus important, vous faites davantage d'enfants, ça fait rebaisser la productivité, et comme la productivité baisse, vous faites moins d'enfants. Vous avez un mécanisme régulateur de population, vous voyez, donc j'irai en détail dans le modèle malthusien, mais c'est un modèle qui vous explique pourquoi, jusqu'à récemment, jusqu'à 1800, vous avez eu à la fois stagnation du PIB et également stagnation de la population. Vous aviez un mécanisme régulateur, vous voyez. Vous faites plus d'enfants, quand le PIB augmente, vous faites plus d'enfants, mais à ce moment-là, le PIB par tête descend et du coup, vous faites moins d'enfants. Vous voyez, ça vous stabilise la population. Et en même temps, le PIB par tête, lui, est toujours stabilisé, vous voyez. C'est un mécanisme qui... Vous êtes dans une trappe, quoi. Vous n'arrivez pas à décoller en termes de PIB par tête, mais la population, elle non plus, ne décolle pas. D'accord ? Mais je reviendrai en détail là-dessus. Et en gros, il semble que quelque part, le monde musulman est dans une trappe malthusienne, mais à un moment donné, l'Europe, elle sort de la trappe, et c'est pour ça que vous avez ce rattrapage, et même l'Europe qui dépasse le monde musulman en termes d'urbanisation. Parce que vous avez, à mon avis, c'est très lié au fait que l'Europe sort à ce moment-là de la trappe malthusienne, alors que le monde islamique n'en sort pas. Alors, la spécialisation du monde islamique dans le commerce caravanier, initialement, est plus efficace, mais les gains de productivité sont plus faibles que dans le commerce maritime. Donc ça, c'est une autre explication du fait qu'à un moment donné, eh bien, l'Europe rattrape. Voilà. Donc les institutions, eh bien, dans le monde islamique, il y a absence de ville libre, absence d'équivalent du rôle de l'archevêque. Et donc voilà, ils essaient d'expliquer, de dire voilà, il y a
des institutions qui ne sont pas voilà, favorables au développement urbain. Vous avez un aspect géographique qui est vous avez le fait que le commerce caravanier est plus efficace, mais les gains de productivité sont plus faibles, et vous avez par ailleurs des facteurs institutionnels qui également sont présents dans le monde chrétien, qui ne sont pas présents dans le monde musulman, qui eux aussi ont pu limiter l'urbanisation dans le monde musulman par rapport à l'urbanisation dans le monde chrétien. Alors, il y a la guerre. Est-ce que c'est un vecteur d'urbanisation? Au début de l'époque moderne, l'Europe est touchée par la guerre. Vous voyez, donc tout le temps, il y a des guerres sans arrêt. Et les villes sont généralement fortifiées et elles sont moins exposées par conséquent à ces conflits. Donc vous avez vraiment l'idée, c'est l'idée de dire là où vous avez beaucoup de conflits, eh bien vous avez une incitation à l'urbanisation, vous allez faire des villes fortifiées quoi, pour vous protéger, d'accord? Et ça pousse à l'urbanisation, d'accord? Alors, cet article sur la guerre, vecteur d'urbanisation, identifie 3 leviers à travers lesquels les conflits peuvent avoir un effet positif sur l'urbanisation. Effet havre de paix, la protection que confèrent les fortifications attire des individus en quête de sécurité. Effet de pauvreté rurale, les destructions provoquées dans les zones rurales proches poussent les populations sinistrées à rejoindre les villes. Un effet malthusien, la diminution de la population rurale suite au conflit augmente les salaires ruraux et donc la demande pour les manufactures urbaines. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que vous avez la diminution de la population rurale, vous avez une rareté de la population rurale, donc les salaires, c'est toujours l'offre et la demande qui déterminent. Hein. Donc, quand vous avez une raréfaction de la population rurale, le salaire rural augmente, mais ces gens-là se procurent des biens créés dans les manufactures urbaines. Je vois que certains disent oui, ça j'y crois pas. Mais c'est exactement ce que je veux. C'est exactement ça l'idée. C'est pas mes articles à moi, donc ça va. En plus, vous voyez les crédits quand vous voulez. Je ne suis absolument pas défensif là-dessus. Je vous parle de ce qui existe. Et donc, voilà. Et moi, j'aime bien le fait que certaines choses, vous les trouvez convaincantes et d'autres moins convaincantes. Mais vous êtes exposés à l'ensemble. Voilà. Donc, c'est ça l'objet du cours. À partir de l'étude de 700 villes européennes entre 800 et 1799, les auteurs de cet article sur la guerre vecteur d'urbanisation, et toutes les références seront sur le site, vous allez avoir non seulement tous les transparents, mais vous allez avoir accès à la reading list, à la liste de lecture complète, quoi. Donc à la bibliographie complète du cours. D'accord ? À partir de l'étude de 700 villes européennes entre 700 et 1799, les auteurs de cette étude identifient un effet causal des conflits sur l'urbanisation. En moyenne, le fait pour une ville d'être exposée à un conflit induit une hausse de sa population de 6 à 11% sur un siècle. À titre de comparaison, la hausse moyenne par siècle de la population des villes étudiées est de 22%. Ça veut dire que l'effet conflit est quelque chose de très important. D'accord ? Le conflit est une composante importante pour expliquer l'augmentation de l'urbanisation au total. D'accord ? Alors, les auteurs de cet article ont toute une série de contrôles et ils écartent aussi le risque de causalité inverse, le fait que les villes plus peuplées attireraient plus d'attaques armées. Ils arrivent à écarter le fait de la causalité inverse. D'accord ? Et puis, il y a une série de contrôles et ils montrent que c'est tout à fait robuste. Donc voilà, ça conclut ce que je voulais vous dire sur l'urbanisation. D'accord ? Et je vais parler maintenant des idées. J'ai peur de terminer trop tôt, ce qui fait que je reviendrai un peu sur l'agriculture. Ou bien on passera à J'aurais dû peut-être passer un peu plus de temps sur l'agriculture, mais je voulais passer de l'agriculture post-moderne. C'était plus la période juste à l'orée de la révolution industrielle. Donc on parlera de ça après. D'accord ? Donc je vais parler des idées et intellectuels. L'essor économique de l'Europe doit beaucoup à la circulation des idées qui se développent au sein des centres urbains et entre centres urbains. Elle est facilitée par une uniforme... Oh là là, alors là, sinon... Elle est facilitée par une uniformisation culturelle et linguistique des élites intellectuelles autour du latin. Cette dynamique d'échange débute au Moyen-Âge et prend toute son ampleur dans le mouvement des Lumières. D'accord ? Donc là, vous avez un premier article qui explique que même avant même la diffusion écrite des savoirs lors du siècle des Lumières, des idées circulent déjà au sein de l'Europe médiévale grâce à la mobilité des intellectuels. C'est très important de voir, parce qu'on va voir l'importance de la mobilité.
qu'aux États-Unis, on essaie de restreindre un petit peu en ce moment-là. Ça devient plus dur pour des étudiants d'aller étudier aux États-Unis, etc. C'est important la mobilité, vous savez, pour le développement des idées, c'est quelque chose de fondamental. Cette circulation est rendue possible par une intégration du marché académique à l'échelle européenne. Cette intégration, j'étais trop vite, cette intégration est incarnée par la licencia ubique docendi, droit d'enseigner partout, accordé par l'Église à une université. Elle confère à toute personne y obtenant le doctorat le droit d'enseigner dans n'importe quelle université en Europe. Ça, c'est quelque chose de très important, qui va universaliser un peu le savoir, qui va permettre cette mobilité. D'accord ? Ça, c'est un premier truc. Ça, c'est bien avant l'apparition des journaux et des comités de lecture, vous voyez ? C'est l'antécédent des comités de lecture. Mais c'est un grand facteur de... C'est avant le oh là là, comment ça s'appelle Erasmus, quoi, vous voyez ? C'est bien avant. Voilà. C'est important de voir, ça, on croit que c'est acquis, et ça a été des grands progrès. Donc, des auteurs de cet article regardent 48 000 universitaires européens issus de 138 universités entre 1000 et 1800. C'est quand même formidable hein, qu'ils aient des données là-dessus, des données historiques. Hein. Et ils se concentrent sur les universitaires parce qu'ils sont plus faciles à identifier et on dispose de davantage d'informations sur eux que sur d'autres intellectuels de leur temps. D'accord ? Donc ce sont essentiellement des hommes à l'époque. Et l'échantillon contient quand même quelques femmes. Trotula de Ruggiero à Salerne au XIe siècle. Voilà. 12% des chercheurs passent par plusieurs universités au cours de leur carrière. Vous voyez ? Donc ils vont pouvoir avoir un groupe de traitement, un groupe de contrôle. Quels sont les facteurs qui influencent les choix d'implémentation de ces intellectuels ? C'est intéressant de voir, parce qu'on retrouve ces choses-là maintenant, évidemment. Alors, la circulation est forte en Europe. Vous voyez un petit peu tous les mouvements qu'il y a. Elle va ensuite augmenter tout au long de la période. Déjà, dès l'an 1000, et elle n'arrêtera pas d'augmenter. Vous voyez là les origines des publications, vous voyez, et l'université d'où ils viennent. C'est marrant, on voit le jardin des plantes arriver là. Moi, je viens du jardin des plantes. Moi, ma rue, elle était juste à côté. Ouais, ça fait tout drôle de voir le jardin des plantes. C'est de là que je viens. Enfin, quasiment. Dans le même temps, le nombre d'universités augmente et leur localisation se diversifie. Alors, les points rouges. Vous arrivez à voir du rouge ? Moi, j'ai du mal, hein, mais voilà, c'est les universités. Le nombre d'universitaires, les points bleus, augmente lui aussi et leurs lieux de naissance deviennent plus variés. Donc voilà, tout ça, ce qui se passe. Hein. Oh là 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 là, je vais trop vite là. Une seconde. Une seconde là. Oh, je suis allé trop vite. Voilà. C'est bon. Alors, le papier étudie l'effet de 3 indicateurs sur le choix d'implantation d'un universitaire. Le capital humain de l'universitaire, l'ensemble de ses réalisations au cours de sa carrière, qui est mesuré par le nombre de caractères des pages Wikipédia et WorldCat les plus longues qui lui sont consacrées. Il faudrait aller sur... voilà, donc on peut faire ChatGPT et tous les... Maintenant, on peut... Et le nombre de langues disposant d'une page à son nom. Donc ça, c'est une manière de mesurer le capital humain. On peut dire qu'on est d'accord ou pas. De toute façon, dès qu'on mesure le capital humain, les gens ne sont pas d'accord. Je vais vous tiquer. J'aurais dit le nombre de citations, mais à l'époque, hein, on n'avait pas beaucoup de choses. Les lettres de recommandation, mais de qui hein, voyez. Donc, vous y arriverez, vous, avec les lettres de recommandation. Donc, on prend ce qu'on a, quoi. Hein. Donc, je trouve que ce n'était pas idiot de regarder le nombre de caractères dans les pages Wikipédia WorldCat. On peut prendre d'autres équivalents et le nombre de langues disposant d'une page à leur nom. La renommée de l'université, approximée par la somme du capital humain des 5 derniers chercheurs à avoir quitté l'université, et la production estimée de l'université, définie comme la somme des capitaux humains de tous les professeurs enseignant à l'université à ce moment-là. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent ? Eh bien, outre la distance, l'article identifie 3 principaux déterminants de la localisation des universitaires. Un effet d'agglomération. Les universitaires se concentrent dans les meilleures universités. D'accord ? 2. Les meilleurs universitaires sont plus mobiles. C'est ce qu'on observe maintenant aussi, quoi. D'accord ? 3. On appelle ça un effet de sorting. Le tri positif, ça, c'est ce qu'on appelle un effet voilà, de sorting. Les bons vont avec les bons, quoi. Vous voyez, le sorting, c'est vraiment l'idée, les bons vont avec les bons. Les meilleurs universitaires rejoignent les meilleures universités. C'est comme ça maintenant, hein. C'est exactement pareil que maintenant, mais c'est déjà le cas à l'époque. D'accord ?
Alors, les effets d'agglomération et de sorting favorisent la production de connaissances en concentrant les intellectuels en clusters. Vous voyez, les bons vont avec les bons et les bons se réunissent en université. Ça va faire des clusters. L'effet de sélection contribue à la dispersion du savoir, plutôt la mobilité. Vous voyez, là, ça fait plus la dispersion. Donc, il y a un effet qui pousse à l'agglomération et puis il y a un effet qui pousse plus à la dispersion. Après 1650, des effets d'agglomération et de sorting s'affaiblissent. La hausse du nombre d'universités offre un choix plus large aux universitaires. De plus en plus d'intellectuels n'exercent plus à l'université, mais au sein d'académies. Et donc, ces deux effets vont disons, s'étioler, quoi, au détriment de l'effet de dispersion. Voilà. Alors, une autre étude regarde les technologies les plus complexes et importantes de la fin du Moyen-Âge, qui sont l'horloge mécanique, la presse d'imprimerie. Et le constat, c'est que les villes dotées d'une horloge mécanique, eh bien, elles adoptent souvent la presse de manière précoce. Voilà. Y a-t-il un lien entre l'adoption de ces deux inventions? D'accord? Eh bien, la création et la maintenance d'une horloge mécanique nécessitent des artisans très qualifiés en mécanique. Les villes disposant d'une horloge consacrent donc des individus à haut capital humain. D'accord? Cette concentration favorise une adoption précoce de l'imprimerie. Les compétences d'utilisation et de réparation sont relativement similaires. Ils vont passer d'une technologie à une technologie, vous voyez, qui est reliée, qui requiert des compétences similaires. Donc, un autre facteur influe à la fois la construction d'une horloge et l'adoption d'une presse. Et donc, c'est toujours l'idée, est-ce que c'est causal ou est-ce qu'il y a aussi un troisième facteur qui influe sur les deux? D'accord? Par exemple, le taux d'alphabétisation, l'esprit entrepreneurial. Et c'est là que pour être sûr qu'ils ont une causalité, ils vont prendre un instrument, ils vont faire quelque chose qui va influencer, qui va avoir une influence sur les instruments de précision et à travers ça, sur l'imprimerie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont un facteur extérieur, vous voyez, qui n'a pas un effet direct sur l'imprimerie, mais qui a un effet sur l'horloge et les instruments de précision plus généralement. Et à travers ça, ils vont influer sur c'est ce qu'on appelle une variable instrumentale. Vous voyez, toujours le problème d'être sûr que je n'ai pas juste une corrélation, mais que je capture bien une causalité. Donc, ils vont regarder le nombre de fois où une ville a observé plusieurs éclipses à moins de 100 ans d'écart, entre 800 et 1283. Un phénomène aussi spectaculaire entraîne un engouement pour l'astronomie qui accroît la demande pour des instruments d'observation de haute précision. Par exemple, la ville de Mechelen en Flandre. Moi, quand je passe par Mechelen en train, Mechelen, c'est Malines, d'ailleurs, c'est la traduction. C'est bien ça? Personne en Belgique, là? Non. C'est Malines, hein? Voilà, c'est ça. Voilà, je ne savais pas. Voilà, Mechelen. Voilà, donc c'est tout près de Bruxelles, d'ailleurs. D'accord, donc... Et donc, en fait, les auteurs estiment que les villes équipées d'une horloge mécanique ont en moyenne, et donc ils ont un instrument, ces ellipses, tu as plus de chances de développer des instruments de précision, et ils ont un effet d'instrument de précision, notamment l'horloge mécanique, sur le fait de passer à l'imprimerie. Donc, ils montrent que les villes équipées d'une horloge mécanique ont en moyenne 34 à 40% de chances en plus d'être équipées d'une presse en 1500. D'accord ? Et donc, ils ont comme ça un effet causal de comment la presse arrive plus vite. L'effet est plus fort dans les villes ayant adopté l'horloge mécanique plus tôt. C'est pas no surprise, hein, d'accord? L'adoption d'une innovation comme la presse favorise à son tour la diffusion de la culture écrite, donc des idées. Vous voyez, je passe des éclipses à l'horloge, de l'horloge à l'imprimerie, de l'imprimerie à la diffusion des idées, d'accord? Les auteurs étudient l'effet de l'imprimerie sur la vitesse de diffusion de la réforme protestante. Bon, ça, voilà. Alors, est-ce que je considère que c'est un progrès, pas un progrès? Donc, peut-être certains d'entre vous diront oui, d'autres diront non. Moi, je ne suis pas... Je suis totalement extérieur. Donc, Luther, la presse est le plus grand et l'ultime cadeau de Dieu, grâce auquel sa parole a été diffusée. Bon, je ne fais pas du tout ici de publicité pour Luther ou pour... Je reflète un article. Certains facteurs ont pu influencer à la fois la diffusion des idées protestantes et celle de la presse imprimée. À nouveau, il n'y a peut-être pas une causalité, il y a peut-être des facteurs, un troisième facteur. À chaque fois, je vais vous embêter avec ça, mais ça veut bien comprendre ce que c'est qu'un instrument. Il pourrait y avoir un troisième facteur qui, à la fois, favorise le développement des idées protestantes et favorise la presse. Par exemple, alors donc, pour être sûr que j'ai une causalité, je vais prendre une nouvelle variable instrumentale qui va être la distance par rapport à la ville de Mayence,
où Gutenberg a inventé l'imprimerie entre 1446 et 1450. Et alors les subtilités de la fabrication d'une presse, notamment les alliages nécessaires pour réaliser les caractères, étaient d'abord un secret bien gardé par Gutenberg et ses apprentis. Et ces apprentis se sont... Eh bien là, j'arrive plus maintenant. Et là, je reste, voilà. Ces apprentis se sont peu à peu établis dans les villes environnantes, puis de plus en plus loin, diffusant la presse sous forme de cercles concentriques. D'accord ? Les auteurs identifient un effet positif et significatif de l'adoption de la presse à imprimer sur la diffusion des idées protestantes, puisqu'ils peuvent, tu vois, ça vient progressivement. On verra des choses comme ça. Les uns l'ont, les autres l'ont pas, comme l'IA. Quand je vais diffuser l'IA, je diffuse l'IA d'abord là et ensuite là, et je peux comparer le groupe de traitement de ceux qui ont déjà accès à l'IA et le groupe de contrôle d'individus identiques qui n'ont pas encore accès. Donc tant que c'est progressif, ça vous permet d'avoir des variables instrumentales. Tu as un groupe de traitement, un groupe de contrôle, tu vois. Et donc, ils identifient effectivement un effet positif significatif de l'adoption de la presse imprimée sur la diffusion des idées protestantes. Ces résultats sont confirmés par une étude restreinte aux villes germaniques, mais incluant une plus grande proportion de petites villes, de moins de 5000 habitants. Donc, l'idée... Alors, donc là, je passe donc là, on passe aux idées. Maintenant, on est passé de l'horloge à l'imprimerie à la diffusion des idées. Je continue. Hein, et là, je veux regarder la diffusion des idées, les conséquences que ça a pour le développement économique. C'est quand même à ça qu'on s'intéresse ici, non aussi. D'accord ? Donc, quelles sont les conséquences ? Est-ce que je peux quantifier les conséquences pour le développement économique de la diffusion des idées et de l'accumulation de capital humain rendu possible par la presse à imprimer ? Et là, à nouveau, je vais trop vite. Alors là, les données de cet article-là, c'est 205 villes européennes où ont été imprimés des incunables, le nom donné aux tout premiers imprimés entre 1450 et 1500. Leur développement économique est approché à partir de leur population. Donc j'essaie de regarder les villes où apparaissent les tout premiers imprimés et leur développement économique. À nouveau, il y a diffusion progressive, donc je peux comparer un groupe de traitement à un groupe de contrôle. D'accord ? Donc l'introduction de la presse imprimée encourage le développement de compétences et de connaissances qui se révèlent ensuite très utiles dans le monde des affaires. Donc l'auteur parle de la diffusion d'une arithmétique commerciale, calcul, culture des affaires, comptabilité. Cette diffusion s'effectue notamment grâce à des manuels comme l'arithmétique de Trévise ou la Summa de Luca Pacioli, 1494, qui crée le principe de comptabilité à double entrée. Je ne savais pas que c'était... Vous saviez ça, Patricia ? Vous ne savez pas ? Non. La diffusion de l'imprimerie facilite l'alphabétisation, notamment au sein de la bourgeoisie. Par exemple, Thomas Plater. Thomas Plater est vagabond jusqu'à ses 18 ans. Il apprend le latin et se passionne pour la lecture. Il devient fabricant de cordes pour avoir de quoi s'acheter des livres. Il apprend l'hébreu et le grec en autodidacte. Il devient lui-même enseignant et imprimeur. Cela encourage le développement dans les villes donc d'une culture d'échange de la formation au sein des milieux bourgeois. Voilà, Plater est un exemple, mais le développement de l'imprimerie va développer l'alphabétisation et le savoir. D'accord ? Donc, outre son effet sur la diffusion de la culture écrite, l'imprimerie a aussi encouragé des rencontres et échanges oraux entre savants, artisans et marchands. Au début du XVIIe siècle, les premières librairies sont un lieu privilégié pour de telles interactions. D'accord ? L'adoption de la presse à imprimer explique 18% de la croissance urbaine des villes étudiées entre 1500 et 1600. Et la croissance urbaine est ma mesure de développement économique, puisqu'à l'époque, je n'ai pas de mesure de PIB, je ne peux utiliser que l'urbanisation. D'accord ? Dans les années 1400, les villes qui adopteront l'impression, les premières, auront une croissance similaire aux autres, mais croissent à 30 points de pourcentage plus vite après 1500. D'accord ? Ces résultats sont confirmés en utilisant comme variable instrumentale la distance de la ville à Mayence, puisque je sais que j'ai cet instrument merveilleux pour la diffusion de l'imprimerie. L'effet de l'introduction de l'imprimerie est encore plus fort dans les villes portuaires, pourtant moins nombreuses à adopter cette innovation. L'effet d'une hausse du commerce provoquée par certaines innovations est plus fort dans ces villes parce qu'elles ont accès au transport maritime ou fluvial moins cher que son alternative terrestre. D'accord ? Le terme désigne... Alors, les lumières, on en arrive aux lumières. Moi, je ne vais pas vous apprendre ce qu'est que les lumières, évidemment. Vous allez me dire, mais attendez, moi, je connais 10 fois mieux que vous. Voilà, donc moi, qu'est-ce que dit le... Je reprends, moi, les papiers
qu'on a regardé. Le terme désigne un mouvement intellectuel et culturel bourgeois apparu en Europe au XVIIIe siècle et fondé sur la confiance dans la raison, le savoir et l'esprit critique. On en manque un peu en ce moment. Hein. Voilà. Quelques grandes figures. Voltaire, Diderot, Kant, d'accord. Les idées des Lumières influencent ensuite profondément la Révolution française. Alors, historien, et donc vraiment quelqu'un qui a regardé ça, donc c'est Joël Mokyr que je vous présente, que vous allez voir en chair et en os au mois de mai, d'accord. Historien de l'économie, il a fait beaucoup de travaux sur le décollage. Voilà, donc c'est tous ces livres-là, et on peut rendre ces livres, voilà, donc ça, toutes les références, vous les allez voir, mais je vous encourage à lire. Dans l'histoire économique, se lit très agréablement, très facilement, vous lisez ça comme un roman, et lui, il se lit comme un roman. Il est absolument passionnant. Et vous allez être frustré parce que vous n'aurez que 3 cours de lui, et vous allez en demander. Donc ce que vous allez faire, vous allez bloquer l'aéroport, il ne pourra plus repartir. Hein, vous allez faire du Piketty, là, vous allez bloquer tout, quoi, il ne pourra plus s'en aller, et il va vous faire plein de cours, quoi. Voilà, c'est ce que... Donc, au XVIIIe siècle émerge en Europe une culture du partage de l'information qui contraste avec la fin du Moyen-Âge, où les savoirs techniques étaient protégés par des trade secrets, ou des guildes, ou des confréries, si vous voulez, d'accord. Et le changement trouve son origine en 2 phénomènes. Le développement de services postaux bon marché, très important, d'accord, et la baisse des coûts d'imprimerie. Et ça va être... Je reviendrai dans le décollage. Quand je vais parler du décollage, je vais revenir à ces choses-là. Je vais revenir, vous allez m'accuser. Vous savez que ça arrive souvent, les gens me disent « Mais écoutez, Aguillon, on en a marre de vous, parce que vous répétez tout le temps les mêmes choses. » Donc, en fait, il faut que je vous dise comment je travaille, moi. Je vais vous dire comment je travaille. Je travaille par spirale. Je fais comme ça. D'accord? Mais vous croyez que je fais ça. D'accord? Mais en fait, je fais ça. D'accord? Alors, des fois, j'ai eu quelqu'un qui, une fois, m'a écrit un mail. Il était furieux. « Mais enfin, vous m'avez fait revenir. Mais enfin, je suis revenu de chez moi, là. Et vous m'avez fait le même cours que la dernière fois. C'est scandaleux. » Ah, c'était très amusant. Voilà. Ah non, vous ne savez pas les mails que j'ai après. Aïe, aïe, aïe. Misère. Bon, ça, c'est aussi des conséquences de la diffusion du savoir. Vous quittez, vous partez, là. Mais vous ne m'aimez plus. Vous ne m'aimez plus. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement? C'est qu'en fait, donc, vous avez le développement des services postaux, la baisse des coûts d'imprimerie, d'accord? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Eh bien, ça permet une explosion du nombre de journaux. Vous voyez? Donc, les journaux se développent. Une intense correspondance également se développe entre savants. Et ces 2 phénomènes contribuent à une circulation de l'information et des idées. Et ça va être un élément très important. Donc, vous avez déjà les gens dans les universités, on pouvait déjà enseigner grâce avec un diplôme, hein, mais là, ça va, évidemment, avec l'imprimerie, avec tout ce que ça permet, et la baisse des coûts postaux, je peux beaucoup plus facilement, je peux correspondre avec d'autres savants, et même si je ne vais pas je peux collaborer avec des gens qui ne sont pas dans la même université que moi. Donc, ça, c'est quand même très important. On voit apparaître également les premières encyclopédies. Ça, c'est très important. Je reviendrai là-dessus. Vous allez me détester, mais je reviendrai là-dessus quand je parle des institutions. Très important pour expliquer le décollage. Mais déjà, je vous donne des petites... très important, c'est les premières encyclopédies et manuels. En France, 2 philosophes des Lumières, Diderot et d'Alembert, se lancent dans un minutieux travail de synthèse du savoir scientifique et artistique de leur temps, qui débouche sur la publication de l'encyclopédie. Et l'encyclopédie, c'est la codification des savoirs. C'est le savoir, même le savoir technique. Je peux reproduire, vous voyez, donc je transmets le savoir. Vous savez, il y a toujours le problème qu'une partie du savoir est tacite et je n'arrive pas à le transmettre. Mais là, ils réduisent la quantité de savoir tacite grâce à l'encyclopédie. Et l'encyclopédie, ça va être un vecteur de développement extraordinaire. C'est évident, enfin moi, je crois vraiment qu'un des grands facteurs du décollage, ça a été l'encyclopédie. 1, ça a été les droits de propriété, on reviendra là-dessus. 2, c'est l'encyclopédie. Et la combinaison des 2 a été quelque chose de très important. Et 3, la concurrence, mais on reviendra d'où elle vient la concurrence. Et on va revenir au modèle schumpeterien. Qu'est-ce que je vous avais dit dans le modèle schumpeterien? Première idée, la croissance provient de l'innovation cumulative. C'est-à-dire que je peux m'appuyer sur les épaules de géants. C'est ça. C'est ça l'innovation cumulative. La deuxième chose, l'innovateur doit avoir le profit de son innovation. C'est les droits de propriété.
Et ensuite, il y aura la concurrence qui joue un rôle. La destruction créatrice et la concurrence. On va voir pourquoi en Europe, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs. D'accord? Parce que les pays européens se font la concurrence entre eux. Très important. Et ces trois éléments-là, qui sont exactement les éléments de base du modèle schumpeterien, expliquent le décollage en Europe. Vous voyez, c'est là, le secret du truc. C'est que tu prends les trois éléments schumpeteriens et tu résous l'énigme du décollage en Europe. D'accord? C'est pour ça que je reviens là. Vous voyez, je vous ai répété ce que j'avais dit au début de mon truc, mais je ne suis plus là, je suis là maintenant. Hein, d'accord? Bon. Les 17 volumes de l'encyclopédie abordent près de 72 000 thèmes, notamment dans le domaine des techniques. 44 pages sur la fabrication du verre, 25 pages sur le fonctionnement des moulins. Les auteurs affichent clairement leur objectif de rendre accessible à tous le savoir technique et scientifique. Des planches viennent illustrer l'ouvrage. Ça, c'est toujours plus sympa quand il y a des illustrations. Voilà. Alors là, je suis allé tellement vite là que... Oh là, il y a eu vraiment... voilà. Il faut que j'aille doucement parce que sinon, ça saute. Alors, ces nouveaux supports de diffusion d'une culture scientifique écrite vont de pair avec le développement de clubs et de sociétés scientifiques favorisant l'avancée et l'échange de savoir. C'est la naissance de la République des idées. Ce qui est très important. Le progrès humain, c'est la République des idées. C'est une très belle idée, la République des idées. Tout ce qui entrave la République des idées, tous ceux qui l'entravent doivent être sermonnés. Voilà. En 1725 est fondée l'Académie de Dijon, une société savante couvrant à la fois les sciences, les lettres et les arts. Outre des discussions entre ses membres, cette société organisait un concours annuel que le philosophe Jean-Jacques Rousseau remporta à 2 reprises en 1750 et 1754. Le siècle des Lumières a préparé le terrain pour la révolution industrielle qui va suivre. Assignation à la société de l'objectif d'apporter le bonheur au plus grand nombre, croyance dans le progrès social, application systématique de la raison et de l'observation au service de la science, l'essor industriel, oh là là, l'essor industriel du début du XIXe siècle en Angleterre a été rendu possible par la conjonction de cette diffusion du savoir, issue notamment de l'encyclopédie et de la France et de l'Italie, avec la propriété. Et les Anglais, pourquoi ils ont ça avant nous? Parce qu'ils ont fait la révolution glorieuse, la Glorious Revolution, bien avant notre révolution française. Et c'est pour ça qu'ils ont de l'avance sur nous. Parce qu'ils ont la protection des droits de propriété suite à la révolution, à la Glorious Revolution, qui limite le pouvoir des rois et donc permet à la bourgeoisie, et ils bénéficient de l'encyclopédie chez nous. Donc la combinaison de l'encyclopédie française et des apports italiens et de leur révolution glorieuse, c'est ça qui leur donne l'avance. C'est pour ça que c'est chez eux que ça démarre, quoi. Tu vois, et la transition démographique, elle n'explique pas pourquoi ça démarre en Europe avant d'autres pays et pourquoi ça démarre en Angleterre avant la France. C'est que là, tu vois vraiment, quoi. Tu vois vraiment comment ça marche. Voilà. Donc, je continue. Alors là, un autre article important, c'est d'études qui estiment un effet très faible du capital humain sur la révolution industrielle, ne distinguent pas entre le capital humain des plus qualifiés, le capital humain moyen. Pour se concentrer sur les plus qualifiés, les auteurs s'intéressent au nombre de souscriptions à l'encyclopédie dans 85 villes françaises. Cette donnée n'est pas corrélée au taux d'alphabétisation, révélateur du capital humain moyen. D'accord ? Un accroissement du nombre d'individus avec un haut capital humain encourage l'innovation et donc le développement économique d'une ville. Par exemple, en France, Antoine de Lavoisier, brillant chimiste, très influencé par les Lumières, est à l'origine des travaux sur l'éclairage urbain. Le choix de s'intéresser au nombre de souscriptions à l'encyclopédie reflète bien ce phénomène. Cet indicateur est fortement corrélé à la présence de sociétés savantes avant 1750. Très important, d'accord ? En moyenne, les villes avec une densité de souscription dans le 75e percentile, c'est-à-dire parmi le quart qui souscrit le plus, croissent à 0, alors là je sais que je dirais 0,3 log points, alors que tu dirais comment en point de croissance ? Hein, alors là, ouais, ben oui, des log points quand même. Alors, enfin, ils croissent vraiment significativement plus vite que entre 1750 et 1850 que les villes sans aucun souscripteur. D'accord ? Cet effet provient essentiellement d'écarts de densité de souscripteurs et non d'un contraste entre les villes sans aucune souscription. Dans des villes, ça c'est intéressant parce que c'est les échanges d'idées toujours. Quand j'ai un seul souscripteur, ça n'a pas beaucoup d'effet. Là où ça joue vraiment, c'est que tu as une densité de souscripteurs et ils échangent entre eux et ils discutent entre eux. Et c'est ça c'est cette fertilisation-là qui génère de l'innovation.
Les résultats sont confirmés sur des échantillons plus restreints avec des mesures alternatives du développement économique d'une ville, la taille des soldats, indicateur d'apport nutritionnel, revenus disponibles. Là, on a des données là-dessus. Donc voilà, je voulais simplement dire que voilà, pour conclure cette leçon, le développement économique de l'humanité débute avec la révolution agricole du début du néolithique. Il va ensuite se poursuivre lentement au gré des révolutions agricoles successives, mais aussi de l'urbanisation de la population. Les centres urbains voient alors se développer une culture de circulation de l'information et des idées qui va favoriser l'innovation et finira par favoriser le décollage de la croissance économique. Un phénomène, donc voilà. Donc il y a vraiment... Alors évidemment, je vais parler de démographie, et quand je vais parler de décollage et de trappe malthusienne la prochaine fois, qu'est-ce que c'est que la trappe malthusienne, comment on en sort, et comment ça a permis la transition démographique, je parlerai du phénomène de la transition démographique. Au début, la population est stagnante, et puis tout d'un coup, avec le décollage industriel, la population se met à exploser, mais ensuite, avec le développement, elle se met à réduire. En fait, on voit bien que dans toute la période de trappe malthusienne, la population, en fait, parce que dès que le revenu par tête baisse, on fait moins d'enfants, où il y a plus de mortalité, et ça régule le nombre de la population. Donc on est dans cette trappe malthusienne. À un moment donné, il y a le décollage de la croissance, et là, il y a en même temps un décollage de la population. Et tous les pays qui connaissent le décollage de la croissance vont connaître une accélération démographique, mais à un moment donné, il y a un ralentissement démographique. Et on fait moins d'enfants chez nous maintenant, on a une mortalité qui décroît. Donc je vais parler de transition démographique également. Donc je parlerai de trappe malthusienne, de sortie de la trappe malthusienne, de transition démographique et du débat, est-ce que c'est purement de la démographie, est-ce que c'est purement de la technologie qui nous a fait sortir de la trappe malthusienne, ou est-ce que c'est également des institutions qui ont joué un rôle déterminant pour nous sortir de la trappe malthusienne, particulièrement avant tout en Europe, et puis ensuite ça s'est diffusé aux États-Unis et ailleurs. Voilà. Donc je crois que là, ça conclut cette première leçon. J'ai terminé un peu avant, mais je ne voulais pas faire davantage. Merci beaucoup.